Je pense qu'on va pouvoir commencer. Vas-y, Élise, tu as Allez, la parole. ça marche. Bien, bonjour à tous. Merci donc d'être là pour cette rencontre dans le cadre des Jeudis du GRAPS. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'accessibilité numérique et le jeu vidéo. Donc, pour vous rappeler un peu comment va se passer ces 2 heures, on va avoir 2 présentations qui vont consister donc en 40 minutes à peu près de parole. Et puis, il y aura après un échange dédié aux questions et qui démarrera à peu près à 15h30. Donc, on aura 30 minutes d'échange. Les questions donc, sont bienvenues à tout moment des interventions. Par contre, je vous inviterai, s'il vous plaît, à me les poser à moi en message privé. Donc, vous m'écrivez, donc Élise Braillet. Je ferai note de la bonne réception de vos questions et puis je les relayerai dans le temps de parole prévu après les 2 interventions seulement. Voilà, je vous invite évidemment à bien couper vos micros si ce n'est pas fait, mais je crois que c'est bon. Voilà, que ça ne vienne pas parasiter. On a aussi aujourd'hui 2 interprètes, donc Isabelle et Jérôme, qui vont pouvoir interpréter cette réunion en langue des signes. Et je vous indique également que la rencontre est enregistrée aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, Jérôme Dupire et Stéphane Laurent vont intervenir les premiers, puis ensuite Philippe Trottin va également intervenir. Avant de commencer, je voudrais... je reprends mon propos. Voilà, j'avais vu cette phrase que Jérôme Dupire et Stéphane Laurent avaient mis en présentation, que j'aimerais reprendre peut-être pour ouvrir ce propos aujourd'hui. Donc je les cite, le jeu vidéo se pose désormais comme un des premiers objets culturels au niveau du cinéma et du livre. Donc voilà, ce constat du jeu vidéo comme objet culturel à part entière participe d'un constat qui nous impose de questionner les modalités d'accès au jeu pour tous les publics. Et donc on voit bien que la question de l'inclusion rencontre de plein fouet l'enjeu de l'accessibilité du jeu vidéo au public en situation de handicap. C'est justement ce propos qui nous concerne aujourd'hui et devant lequel nos 3 intervenants nous font l'honneur d'être là. Nous allons donc commencer par l'intervention de Jérôme Dupire et Stéphane Laurent. Je vous les présente un petit peu. Jérôme Dupire, de son côté, est maître de conférence HDR en informatique au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Il est l'auteur de très nombreuses publications autour de l'accessibilité du jeu vidéo et de l'inclusion par le jeu vidéo ou les dispositifs numériques de façon plus générale. Il est également aujourd'hui le président de l'association Cap Game, dont je vais vous dire 2 mots tout de suite. Stéphane Laurent, quant à lui, est éducateur spécialisé au Papillon Blanc à Tourcoing. Il s'agit d'une association qui accompagne les personnes en situation de handicap mental, mais également les familles. C'est une association qui est affiliée à l'UNAPEI de Tourcoing, qui est donc une fédération d'associations avec pour but de représenter et de défendre les intérêts des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles. Il est également fondateur d'une association qui s'appelle Game Lover, qui tend aujourd'hui à rejoindre le projet Cap Game et qui consiste en fait en un espace de test de jeux vidéo par les personnes en situation de handicap elles-mêmes et qui se fait le relais d'informations et d'avis sur les jeux par le biais d'un blog. C'est autour du projet de Cap Game donc, que se sont rencontrés Stéphane et Jérôme en 2016 dans l'optique de proposer des solutions matérielles aux joueurs en situation de handicap en adaptant l'expérience du jeu. Et aujourd'hui, Stéphane Laurent est le responsable testing du réseau Cap Game. Cette association, donc, ils vont la présenter, j'imagine, plus en détail, mais ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2017, elle s'est vraiment ouverte à 5 pôles de compétences: la recherche de solutions matérielles, l'évaluation du niveau d'accessibilité des nouveaux produits sur le marché, donc les jeux vidéo, la formation de professionnels en les aidant à adapter les jeux vers l'inclusion. Il y a également un pôle recherche et enfin l'ouverture du e-sport, donc du sport en ligne, à des joueurs en situation de handicap. Donc voilà, c'est bien le pari du jouer autrement, comme ils le disent, qui réunit Stéphane, Laurent et Jérôme Dupire, et c'est celui dont ils vont nous parler aujourd'hui. Voilà, je leur laisse la parole. Bonjour,
Et merci beaucoup pour cette présentation, du coup très exhaustive. Donc je vais tout de suite enlever 48 slides de ma présentation parce que vous avez tout passé en revue. Donc je m'appelle Jérôme Dupire, je suis maître de conférence en effet. On a fait une présentation à 4 mains voilà, en essayant de ratisser à la fois un petit peu large et puis en faisant un focus ensuite sur un point particulier que Stéphane développera parce que c'est lui le spécialiste et le porteur de cet axe. Je risque de parler un peu vite, donc les interprètes, n'hésitez pas à me dire si c'est insupportable. Je me calmerai. Pour dire que vous avez attaqué un peu fort, déjà. Ouais, je vais me calmer. Mais c'est un problème connu, donc c'est la première étape vers la guérison. Allez, c'est parti. Juste pour présenter un petit peu mon contexte professionnel, donc comme il a été dit, je suis maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. C'est grosso modo comme une université. On est, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on fait de l'enseignement, on fait de la recherche et on fait de la diffusion de la culture scientifique et technique. Notre particularité, c'est quand même qu'on s'adresse principalement à un public d'adultes en formation continue, donc plutôt en cours du soir, par rapport à une université classique qui serait plutôt en formation initiale en cours du jour. Dans le giron du Conservatoire national des arts et métiers, nous avons une école qui s'appelle l'ENGMIN, pour École nationale des jeux et des médias interactifs numériques. Le propos de l'ENGMIN, c'est de former des futurs professionnels du jeu vidéo. Donc, on a un master en 2 ans qui s'adresse à des spécialités qui vont chef de projet, graphiste, programmeur, ergonome, UX designer, son et image évidemment. Et à l'intérieur de cette école, je ferai mention un petit peu plus tard d'un projet qui est intéressant dans le contexte dans lequel on se réunit aujourd'hui. Le troisième point qui est lié à mon activité pro, c'est évidemment mon équipe de recherche. Enfin, quand je dis mon équipe de recherche, c'est l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Interaction pour lire et jouer. Donc vous avez dans le titre le sujet qui nous intéresse globalement sur les histoires de lecture numérique plutôt et de jeux en général et tout ce qui va relever de l'interaction entre des humains et des systèmes artificiels, des ordinateurs. Comme le thème était assez large et que voilà, je ne savais pas forcément par quelle boule prendre, je vous propose par la suite de présenter un certain nombre de petits projets qu'on a pu mener au sein du laboratoire et qui relèvent tantôt de l'interaction numérique intéressante dans le contexte du jeu vidéo ou pour lequel des transferts sont possibles avec le jeu vidéo et des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche vraiment sur interaction et jeux vidéo, voire interaction et accessibilité. Le premier que je souhaitais évoquer, alors ça remonte un petit peu maintenant, mais le process est intéressant. C'est un projet de recherche qui s'inscrit dans la visite de musée. L'idée était de redonner un peu d'énergie, un peu de peps, un peu d'attrait aux visites de musées. Et notamment à celui des arts et métiers, donc, qui est intégré au conservatoire. Pour ça, on a amené finalement des concepts de jeux pour augmenter la visite classique de ce musée qui est consacré aux arts et techniques. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, ça nous a amené à réfléchir sur l'intégration de technologies, l'intégration de méthodes utilisées dans le jeu vidéo et bien sûr de mettre en correspondance avec les contraintes de la muséographie et de celles de la visite d'un musée. Par exemple, on ne court pas dans un musée, donc ça a été un petit peu compliqué à se mettre d'accord sur ce principe parce que le jeu, lui, amenait à courir. Donc autour de ça, on n'avait pas forcément des problématiques d'accessibilité encore, mais ça commençait à se poser en arrière-plan. Pourquoi? Parce que le dispositif qui était manipulé par les visiteurs, c'était un gros sandwich fait de 2 téléphones portables. Donc là, on avait clairement pas les téléphones d'aujourd'hui, hein, vous les voyez sur la photo. Donc là, il y avait des problématiques de préhension, de manipulation, de lecture. Et ça nous a amené à réfléchir aussi sur la manière dont sont organisées les choses à l'intérieur du musée et comment est-ce que nous, on avait mené notre intervention pour mettre en place ce jeu et quels étaient les axes d'amélioration pour le rendre plus accessible.
un projet qui a absolument rien à voir avec l'accessibilité, mais qui est intéressant d'un point de vue de l'interaction, enfin rien à voir avec l'accessibilité au départ au moins. C'était un projet d'étudiants, c'était un petit prototype que les étudiants de l'Engmin, dont je parlais tout à l'heure, ont développé, avec l'originalité qu'on a amené une collaboration avec l'équipe de recherche qui nous permettait d'interagir avec ce jeu, non pas avec un clavier et une souris, non pas avec une manette, mais avec des capteurs physiologiques. Donc on récupérait des informations comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la résistance électrodermale, donc qui est un indicateur des niveaux de stress. Et à partir de là, on permettait aux joueurs d'interagir volontairement ou à son insu avec le dispositif. Pourquoi c'est intéressant tout de même? Parce que ça nous a permis d'imaginer finalement d'autres modalités d'interaction avec le jeu, mais avec tout ce qui pourrait être numérique finalement, et qui pourrait faire partie d'une boîte à outils d'alternatives en termes d'interaction à des choses qui seraient, encore une fois, classiques comme un clavier souris. Quelqu'un qui ne peut pas forcément utiliser un clavier, une souris ou une manette pourrait, au moins en partie, avantageusement tirer un bénéfice de ces capteurs physiologiques. Un autre projet autour du musée était cette fois-ci, c'était dans l'autre sens, c'est comment on a amené finalement des dispositifs du jeu vidéo vers encore une fois la visite de musée pour les visiteurs aveugles. Donc là, l'idée était d'avoir un dispositif embarqué, donc portable dans la poche, assez discret, qui permettait à des visiteurs aveugles d'être relativement autonomes dans une exposition pas vraiment linéaire. Donc, en l'occurrence, c'était à la Cité des Sciences, et donc il n'y a pas des couloirs bien délimités. On peut vraiment déambuler, se promener, et du coup, quand on est aveugle, se perdre très facilement dans cet espace. Et l'idée était d'avoir des points de repère en Bluetooth qui permettaient de pinguer un petit peu le dispositif que la personne embarquait dans sa poche, de pouvoir l'informer sur la proximité de certaines bornes, de certains centres d'intérêt, et de lui fournir des informations liées à ces différentes bornes à sa proximité. Donc, juste pour finir sur ce point-là, pardon, il y a un micro qui est ouvert, c'est Excusez-moi, assez bizarre. je vais vous interrompre 2 petites minutes parce Oui. qu'il faut vraiment que tout le monde pense à couper son micro et couper sa caméra, à part bien sûr les intervenants et les interprètes, mais pour des raisons de droit à l'image, vous devez couper vos caméras en tant que participant et bien sûr les micros pour le confort de tous. Merci et désolée pour l'interruption, mais j'écrivais dans le chat, ça ne marchait pas. Merci. Donc oui, sur l'image du milieu, vous voyez typiquement une manette blanche qui est une manette de la console de Nintendo, qui est la Wii, et qu'on a récupérée pour interfacer avec le dispositif qui était lui embarqué sur un téléphone mobile classique. Et donc là, c'est comment le jeu vidéo a permis de fournir finalement un dispositif interaction ou de contrôle de ce dispositif complet dans ce contexte de visite de musée, les deux choses n'étant pas forcément reliées a priori. Une autre proposition a été de réfléchir à comment est-ce qu'un clavier virtuel, donc les claviers qu'on va afficher à l'écran parce que les personnes ne sont pas en capacité d'écrire ou de s'en servir avec leurs doigts, et donc ils s'en servent à travers de la manipulation de la souris. Comment est-ce qu'on a décidé finalement de ramener ce clavier virtuel dans la réalité en clavier tangible? Donc vous allez me dire, c'est quand même un non-sens puisqu'on est en train de boucler là, entre la motivation initiale et puis cette action. Mais l'idée était finalement de prendre les avantages du clavier virtuel et de prendre certains avantages du clavier physique pour proposer quelque chose qui soit physiquement remodelable. Donc on avait prototypé des briques qui pourraient correspondre par exemple à l'équivalent de touches sur un clavier. On pouvait brancher ces briques entre elles pour reformer un clavier vraiment à notre convenance, avec un nombre de lignes et un nombre de touches par ligne qui était décidé de manière complètement autonome. Et une fois que ce clavier était construit, de pouvoir affecter de manière logicielle des fonctions ou des valeurs à ces différentes touches. Et ce clavier était positionné à côté de l'écran. Et la manipulation de ce clavier n'était évidemment pas physique, puisqu'on était toujours dans un contexte de handicap moteur, mais était basée sur le modèle du clavier virtuel classique à défilement, c'est-à-dire où on fait défiler d'abord toutes les lignes pour choisir une ligne d'intérêt avec un clic, et une fois que la ligne est sélectionnée, de faire défiler toutes les cases de cette ligne avec un deuxième clic. On pouvait donc arriver
à sélectionner une touche. Et donc ce clavier physique fonctionnait sur la modalité du clavier virtuel à défilement. On a pas mal travaillé également sur ce qu'on pourrait appeler l'accessibilité par le design. C'est-à-dire qu'il y a évidemment plein de choses qui sont à faire pour rendre les jeux vidéo accessibles ou le numérique accessible d'un point de vue des interfaces, donc d'un point de vue du tangible. Mais il y a également énormément de choses à faire sur le jeu vidéo en lui-même et des choses à anticiper dès les développements. Donc, dans cette proposition, on réfléchissait à associer finalement des joueurs par binôme en l'occurrence, pour ne plus souffrir de l'inaccessibilité du fait qu'un jeu était monojoueur, mais que dans le jeu, on mettait en place un scénario qui était forcément joué à deux, mais avec des modalités de jeu différentes. Et au travers de ces modalités de jeu différentes, on était capable d'adresser les problématiques d'accessibilité, les capacités d'un joueur qui étaient compensées entre guillemets par les capacités de l'autre joueur, et les deux jouant en binôme, en collaboration, on avait un objectif commun, de la coordination et du partage, de la communication, enfin plein d'effets qui n'étaient pas forcément présents sur la proposition classique en monojoueur. Évidemment, on a tout un tas je vais couper le son, de réflexions autour du gaming pour les personnes d'un âge avancé, qui est une vraie réalité aujourd'hui. Il y a une association d'ailleurs qui s'appelle Silver Geek, qui œuvre pour favoriser ou faciliter l'accès aux jeux vidéo pour les personnes âgées. Là, on voit dans cette vidéo un petit peu rigolote, comment des personnes d'un certain âge qui n'ont pas forcément vécu, qui ne sont pas de la génération jeux vidéo, parce qu'ils sont plus vieux que moi, comment ils réagissent face à un classique du jeu, donc GTA, qui est un jeu un peu caricatural en termes de proposition, puisqu'on est un gangster éminemment célèbre et qu'on doit absolument, enfin qu'on peut absolument tout casser, tuer tout le monde, braquer toutes les banques qu'on veut. Enfin bref, c'est open bar. Et donc la proposition de cette vidéo, c'est de regarder un petit peu comment les personnes s'approprient déjà les contrôles, et après s'il y a une appétence aussi pour ce genre de jeu. Et là, il y a plein de surprises, donc je vous laisserai regarder la vidéo complète avec le son et les sous-titres. C'est assez intéressant, il y a des réactions vraiment très, très sympas. Tout ça pour dire que l'accessibilité évidemment concerne pas seulement les jeunes en situation de handicap ou dans le jeu vidéo, mais également et de plus en plus à l'avenir, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les catégories d'âge et toutes les origines. D'un point de vue des normes et peut-être un petit peu plus académique, on a pour le web des travaux qui sont assez anciens, enfin qui ont pris naissance il y a très longtemps maintenant sur les questions d'accessibilité de l'internet, et on a, mais on le sait moins, un équivalent qui existe pour le jeu vidéo, qui sont les Game Accessibility Guidelines. Et donc au travers d'un article que vous pourrez retrouver en ligne, j'espère, qu'on a publié avec des collègues à l'international, on a fait un comparatif finalement entre la perception de l'accessibilité pour le web et la perception de l'accessibilité pour le jeu vidéo, et voir ce qui se recoupait et ce qui était spécifique à l'un et l'autre des domaines. Le CNAM Engine, j'en parlais tout à l'heure comme une école, là-bas j'ai plus une activité d'enseignant, mais même au travers de l'enseignement, on peut arriver à faire des choses qui relèvent un petit peu de la recherche sur l'accessibilité numérique. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'organisation d'un workshop d'une semaine pour lequel les étudiants en équipe doivent créer une expérience originale vidéoludique qui va les amener à donc, devoir manipuler du tangible, donc de l'électronique, en plus des outils informatiques classiques. Donc c'est pour les amener sur des territoires un petit peu différents, avec donc des boutons, des capteurs, des écrans, tout ça construit, assemblé par eux-mêmes, avec la particularité dans la demande de s'adresser aussi à des populations en situation de handicap en tant qu'utilisateurs. Donc plutôt que de créer un jeu comme ils vont le faire dans l'industrie ou comme ils étaient formés à le faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, on leur demande explicitement d'avoir une réflexion pour que, l'accessibilité de leur dispositif soit pensée pour une ou plusieurs catégories d'utilisateurs en situation de handicap.
Donc CapGame a été présenté donc, dans ma vie parallèle. Je suis avec Stéphane et quelques autres cofondateurs de cette association. Comme il a été précisé, on a plusieurs activités qui vont de la veille technologique jusqu'au contexte de la pratique compétitive des jeux vidéo. En particulier, on a une activité qui est aussi vieille que la sauce, qui est l'activité de testing, dont Stéphane est responsable et dont il va nous parler maintenant. Avec le micro, ça va aller mieux. Alors, je me permets de réintervenir, je suis désolée, je redemande aux personnes de couper leur caméra et leur micro, s'il vous plaît. C'est important pour qu'on puisse bien voir les interprètes et les intervenants. Merci. Désolée Stéphane, je vous ai Il n'y a pas de problème. C'est à vous, merci. Donc moi je vais reprendre effectivement sur l'association CapGame, qui est donc une association qui existe depuis 2013 avec un axe historique qui est sur l'évaluation du matériel, de pouvoir étudier comment on peut jouer autrement quand on peut pas manipuler une manette, ce qu'a pu aborder Jérôme. Et le deuxième axe, donc moi je vais vous parler plus en détail, c'est sur la partie testing, puisque c'est une initiative que j'ai mis en place depuis également 2013, même si c'était deux initiatives différentes à la base. Aujourd'hui, on s'est rejoint depuis 2016 au sein de CapGame. Donc historiquement, en fait, moi je suis éducateur spécialisé de formation au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing. Et dans mon historique, il se trouve que j'ai eu 6 années où j'ai travaillé dans l'industrie du jeu vidéo, dans un métier totalement différent qui est l'accompagnement des utilisateurs, des joueurs, en tant que community manager. Et quand je suis revenu dans le secteur du médico-social, je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait, il y avait également beaucoup de joueurs au sein des foyers de notre association, puisqu'au Papillon Blanc, on accueille, sur les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, sur notre secteur, on accueille 2500 personnes, avec il y a une dizaine de foyers. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de joueurs, à peu près 25% de possesseurs de consoles, et les activités de jeux vidéo fonctionnaient toujours très bien, mais que c'était difficile pour ces joueurs-là de trouver chaussures à leurs pieds, de trouver le jeu qui pouvait leur correspondre, et qui me sollicitaient régulièrement dans leur pratique du jeu en disant j'arrive pas à passer tel niveau, c'est trop compliqué pour moi. Et le déclencheur, c'est lorsqu'un joueur est venu me voir en disant qu'il avait acheté un jeu pour pouvoir jouer avec son frère. On en parlait il y a 2 minutes, c'était GTA 5 justement, qui a la particularité d'être un jeu en anglais, en version originale sous-titrée. Autrement, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de traduction des textes en français, uniquement en sous-titres. Et notre association accueillant des personnes qui ont une déficience intellectuelle, généralement ont des difficultés à accéder à la lecture. Et en l'occurrence, cette personne ne savait pas lire et il avait acheté un jeu qu'il pouvait absolument pas utiliser puisque c'est un jeu essentiellement basé sur l'histoire et quand on ne sait pas lire et pas accéder à l'histoire, c'était très compliqué. Donc mettre sur l'étagère un jeu à 70 €, c'était un peu gênant. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer de remédier à ça et au sein du foyer, on a donc créé cet atelier de tests d'abord entre nous, qui était plus une discussion informelle sur de se dire qu'est-ce qui rend un jeu compliqué pour l'un ou pour l'autre et de pouvoir tester. Donc on a commencé comme ça, déjà essayer de se conseiller entre nous sur quel jeu pouvait correspondre et quel jeu dans les futures sorties pouvait correspondre aux joueurs. Et très rapidement, apparemment on m'entend mal. Très rapidement, on s'est dit qu'il fallait partager cette expérience parce que s'il y avait déjà de nombreux joueurs au son je crois que les questions auront lieu ensuite. Oui, vous m'écrivez en message privé à Élise Braillé, puis comme ça on n'interrompt pas la... Ça marche.
Donc, comme je disais très rapidement, on s'est dit qu'il fallait partager ça, parce que les problèmes qu'on pouvait rencontrer au sein de notre foyer pouvaient forcément se retrouver ailleurs, vu les difficultés des jeux. Donc, on a très rapidement créé un blog du nom du Game Lover, qui venait du choix collectif de l'équipe de l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'initiative de tester les jeux vidéo. L'objectif, c'est vraiment de donner de l'information aux joueurs directement, de pouvoir lui donner des informations pertinentes pour lui choisir son jeu. Donc, et puis, là, si on peut passer au slide suivant, si tu veux bien, Jérôme. Puis effectivement, l'intérêt aussi de pouvoir partir sur un blog, c'était de pouvoir impliquer les personnes, parce que le meilleur moyen de renseigner sur l'accessibilité d'un jeu, ça a toujours été, et c'est notre politique depuis le départ, de partir du ressenti des joueurs. Et donc, l'intérêt de créer cet atelier, c'était également de permettre aux joueurs de donner directement leur ressenti et leur avis, et du coup de leur permettre un engagement et d'être reconnu en tant que tel, en tant que joueur, auprès des autres, et puis on le verra par la suite par rapport à l'industrie du jeu vidéo. Donc, hop, si tu veux bien passer au slide suivant. Voilà. Donc on a fonctionné comme ça pendant quelques années avec notre blog qui touchait difficilement son public, mais en tous les cas on avait des retours. C'est vrai qu'à partir de 2016, avec l'évolution de Cap Game, le fait de rejoindre, ça a permis vraiment de toucher beaucoup plus de joueurs et d'être beaucoup plus efficace. Et on s'est rendu compte qu'on fonctionnait uniquement avec notre groupe de Roubaix-Tourcoing, donc un groupe qui est composé d'une dizaine de testeurs, dont on voit une partie là, à la photo, qu'on ne pouvait pas du tout traiter tout ce que pouvait sortir en termes de jeux dans l'industrie. Hein. On est à quelque chose comme 4000 titres par an. Nous, si on arrive à traiter une dizaine de jeux par an, c'était déjà bien. Donc, on a cherché un moyen, au travers de Cap Game et au travers des papillons blancs, de pouvoir augmenter la visibilité de ce travail. Et on en arrivait à rencontrer et à discuter avec l'UNAPI, qui est donc l'association nationale qui rassemble toutes les associations d'accompagnement dont fait partie les papillons blancs sur les personnes avec une déficience intellectuelle. Qui a très vite répondu positif à ce sujet-là, et donc ils nous ont accompagnés dans la volonté de Cap Game de créer un réseau national et d'aller au-delà du simple groupe de Tourcoing. Et donc, ça fait maintenant depuis 1 an et demi qu'on travaille avec l'UNAPI qui sert d'antenne pour pouvoir contacter et être en lien avec d'autres associations de son réseau, puisqu'elle rassemble 500 associations. Et aujourd'hui, ça nous a permis de créer un réseau qui est composé pour l'instant de 5 associations, puisque nous, en plus de Roubaix-Tourcoing, aujourd'hui, nous avons Amiens, Chambéry, Montélimar et Vincencourt dans la Meuse, qui nous ont rejoints et qui ont été formés pour créer un groupe de testeurs, et ainsi ça va nous permettre de traiter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de jeux. Mais je vous propose, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on entend par tester un jeu en accessibilité. Donc aujourd'hui, un atelier tel qu'on le réalise sur Roubaix-Tourcoing se déroule en plusieurs phases, puisque lorsqu'on prend un jeu qu'on n'a jamais vu, la première phase va être pour l'animateur de l'atelier de pouvoir se faire une idée technique. Parce qu'en fait, quand on a démarré l'activité, c'était plus de l'ordre d'une discussion informelle entre joueurs autour
autour d'un jeu. Les premiers articles, on s'est beaucoup inspiré de ce qui pouvait exister dans le journalisme jeu vidéo sur la partie plaisir, sur ces choses-là. Mais avec les années, on s'est rendu compte que notre plus-value, ce qui était important d'apporter, c'était vraiment de l'information aux joueurs. Donc, on a évolué vers quelque chose de plus professionnel, on va dire, dans le sens où on s'est basé sur le travail qui a été fait. Jérôme l'a abordé succinctement tout à l'heure sur les Game Accessibility Guidelines, qui sont une réponse concrète aux besoins d'adaptation d'un jeu. Donc, lorsqu'on attaque un nouveau jeu, lorsqu'on veut faire un test, l'animateur va commencer par faire une grille technique pour vérifier les éléments importants qui vont constituer. Qu'est-ce qu'on attend d'un jeu? Est-ce qu'on va retrouver tous les éléments? Alors, c'est des choses assez très variées qu'on pourra détailler un peu tout à l'heure si vous le souhaitez, mais telles que vérifier qu'on puisse réattribuer les touches pour quelqu'un qui a des difficultés motrices, vérifier que les sous-titres sont de bonne taille pour les personnes qui ont une déficience sensorielle. Donc, on a des éléments bien précis qui nous permettent d'avoir une vision plus objective que ce qu'on a pu faire au début sur l'accessibilité d'un titre. Donc, il y a cette première passe qui est faite par l'animateur qui est beaucoup plus technique. Ensuite, on réalise un test avec les joueurs, c'est-à-dire qu'on se met autour de la manette, on se met autour de la console et on prend le jeu en main pour vérifier là où ça va coincer et vérifier la partie plus technique. Et ensuite, on passe à la rédaction même de l'article en essayant de distinguer pour chaque profil les informations qui vont lui être utiles. On peut d'ailleurs, si tu veux bien passer au slide suivant. Voilà, donc je vous ai mis le lien sur un article par exemple sur lequel on va donc centraliser l'étude d'accessibilité sur 4 grandes familles que sont les troubles moteurs, auditifs, visuels et cognitifs. Et on va essayer, comme on peut le voir sur l'article suivant, déjà de beaucoup illustrer, parce que c'est toujours plus parlant que des mots. Et surtout, on a essayé de rendre le plus possible le blog accessible à tous. Par exemple, les articles, on voit, il y a un petit icône avec un micro qui permet d'avoir une version auditive de l'article pour que chacun puisse y avoir accès et de donner un maximum d'informations pertinentes pour que le joueur puisse faire son choix parmi les jeux testés pour avoir quelque chose qui lui correspond. Alors, il y a toujours des améliorations possibles, notamment sur le texte lui-même. On espère pouvoir faire un jour une version facile à lire et à comprendre pour avoir un texte beaucoup plus accessible. Mais en tous les cas, on a essayé en termes de rendu que ça soit le plus utile possible aux joueurs de retranscrire la façon la plus possible, la plus accessible possible. Donc, si tu veux passer au slide suivant. Voilà. Donc, comme je vous disais, la partie technique va se baser plus sur le travail qui a été fait depuis une dizaine d'années par des associations de partout dans le monde, les États-Unis avec Able Gamers, en Angleterre, et le travail de Ian Hamilton, par exemple, ont permis déjà d'établir vraiment les bases de l'accessibilité. Donc, nous, on a essayé de professionnaliser un peu notre approche en se basant là-dessus. Donc, vous pouvez le voir, on a une grille d'évaluation qui va correspondre et qui va nous permettre d'avoir une première note sur l'accessibilité d'un titre. Voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Comme je vous disais, notre objectif premier, en tous les cas, dans cet axe de texting, c'était d'informer le joueur, de lui donner le plus d'informations, et pour ce faire, de pouvoir traiter de plus en plus de jeux. Donc, le réseau qu'on a commencé à créer avec l'UNAPI est amené à s'étendre. On espère pouvoir accueillir d'autres associations comme l'APF, comme l'AFM, pour pouvoir avoir des avis encore plus précis par rapport aux différents types de handicap.
Une autre évolution qu'on aimerait voir, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on travaille sur les 4 grandes familles de handicap, mais il arrive que on peut avoir une même difficulté avec des sources totalement différentes. Le fait de pouvoir, par exemple, dans beaucoup de jeux maintenant, sont dans des univers en 3D dans lesquels il faut savoir se retrouver, qu'on ait une difficulté visuelle, qu'on soit pas capable qu'on ait beaucoup de difficultés à gérer les joysticks d'une manette ou qu'on ait des problèmes de représentation de la 3D. Dans tous les cas, ça va rendre ce type de jeu en 3D compliqué. Donc, on essaye de ne plus se baser sur le type de handicap, mais de se baser sur les capacités de la personne et de pouvoir dire ce jeu demande de savoir se diriger dans un environnement 3D. Si vous avez cette difficulté-là, ce jeu va être compliqué pour vous. Donc on essaye de modifier notre approche et on est en train de réfléchir à comment on pourrait avoir une approche plus sur les capacités de la personne plutôt que sur la typologie de handicap. Donc ça, c'est dans les évolutions qu'on aimerait voir sur les années à venir. Et surtout, une des grandes évolutions qu'on a vues ces dernières années, depuis le 2017, c'est la prise en compte par l'industrie du jeu vidéo de ce type de joueurs. Parce que nous, quand on a démarré en 2013, et j'ai de nombreux exemples où on a rencontré des éditeurs ou des développeurs surtout, qui c'est pas qu'ils ne voulaient pas travailler sur l'accessibilité, mais n'en avaient absolument pas conscience. J'ai pas mal d'exemples où on s'est retrouvé assis avec nos testeurs à se mettre devant un jeu avec le développeur qui disait mais comment je peux passer à côté de telles difficultés. Donc la principale évolution aujourd'hui, c'est comme l'industrie a commencé à se former, à travailler sur l'accessibilité, c'est de pouvoir les accompagner également sur ce sujet, c'est de pouvoir intégrer les joueurs en situation de handicap directement dans la partie de testing avant la sortie du jeu pour valider l'accessibilité des titres. Donc, on parle de professionnalisation de la partie testing pour qu'elle puisse trouver sa place au sein de l'industrie du jeu vidéo. Donc, voilà pour les grands axes. Jérôme, je vais te rendre la main. Non, je ne la prends pas. Du coup, je pense qu'on a fini la presse. Si vous avez des questions, évidemment, on est tout disposé à y répondre, à échanger avec vous, avec plaisir. Merci beaucoup Stéphane Laurent, Jérôme Dupierre pour cette présentation et puis ces axes de recherche très prometteurs avec toutes les connaissances de terrain là, qui peuvent se croiser. Je rappelle aux gens, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, vous me les posez en privé, donc Élise Braillet, et puis à la fin des 2 échanges, on reviendra sur ces interrogations-là. Merci à vous deux. Donc on va peut-être laisser la parole à Philippe Trottin. Je reviens sur mon document. Alors, est-ce que, Monsieur Dupierre, vous pouvez me renommer animatrice pour que je puisse donner la main à Monsieur Trottin ? Je vais pouvoir faire ça, je pense, oui. Alors, je me permets, voilà, entre-temps, de présenter Philippe Trottin. Donc, Philippe a travaillé en tant qu'ingénieur pendant une 12aine d'années auprès de grandes entreprises et il a pu les accompagner notamment dans leur transformation digitale. Il a ensuite effectué plusieurs missions de management et enfin, il est aujourd'hui, depuis 2015, le directeur de la mission handicap et accessibilité numérique chez Microsoft France. Donc voilà, il met sa connaissance des technologies au profit du projet de l'inclusion. Aujourd'hui, il nous partage sa vision de l'inclusion par le jeu vidéo et il va donc nous exposer quelques projets menés dans ce sens chez Microsoft et notamment, je crois, le projet par exemple de la manette adaptative de la Xbox. Là, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Hop là. Oui, merci beaucoup pour cette introduction, Élise. Donc effectivement, alors, je peux enlever celle-là. Hop, je ne sais pas comment masquer, c'est pas grave. Bon. Donc effectivement, donc je m'occupe en fait chez Microsoft des aspects inclusion et accessibilité numérique, donc au sens large, hein, pas forcément uniquement dans le jeu vidéo. Donc je vais vous faire une petite introduction d'abord sur l'accessibilité.
Et puis après, on va rentrer de façon plus spécifique sur tous les sujets en fait d'accessibilité numérique pour le jeu vidéo. Donc je vais vous montrer un petit peu la vision en tout cas de Microsoft sur cette thématique-là. Alors déjà, finalement, quels sont les objectifs de l'accessibilité? En définitive, c'est de créer la meilleure expérience pour chacun d'entre nous, chacun des utilisateurs, chacun des joueurs. Il faut être en capacité finalement d'adapter l'environnement aux besoins de chacun. On est tous différents, hein. On a tous potentiellement des handicaps qui peuvent être des handicaps permanents. On le voit avec les problèmes de mobilité, avec des problèmes de vision, d'audition, des dyslexies et autres, donc qui sont considérés comme des handicaps permanents. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi énormément de situations, et d'ailleurs davantage que de handicaps permanents, de handicaps temporaires. Donc quelqu'un qui est blessé, donc qui a envie de continuer à utiliser sa console de jeu, son ordinateur, peu importe, voire des handicaps situationnels, mais on a aussi tous des préférences. Donc au-delà de pouvoir adresser les problèmes de handicap, on a besoin d'adresser les préférences en fait, des utilisateurs pour être capable de leur proposer le réglage le plus adapté, qu'on soit sur une console de jeu, qu'on soit sur un ordinateur, un téléphone ou autre. Dans ce cadre-là, l'ambition, en fait, les enjeux de l'accessibilité numérique, c'est de répondre justement à toutes les difficultés d'interaction d'une personne avec son environnement. Donc, son environnement digital, bien entendu. Et donc, on va rentrer sur toutes les contraintes associées aux différentes typologies de handicap, aux différentes typologies de difficultés que la personne va pouvoir rencontrer. Qui à un moment donné n'a pas acheté un jeu malheureusement en anglais et qui fait que, en définitive, si la personne n'est pas anglophone, n'est pas en capacité finalement d'utiliser le jeu parce que mauvaise compréhension des dialogues, mauvaise compréhension du jeu et donc incapacité ou simplement pas envie d'utiliser ce jeu parce qu'en définitive, l'effort nécessaire pour y jouer est trop compliqué. Comment on fait pour répondre aux enjeux de l'accessibilité? On va augmenter finalement la façon d'interagir avec le système. Alors j'ai pris un exemple qui n'est pas un exemple sur du jeu, mais je veux créer un document. Je vais pouvoir le créer à la voix, je vais pouvoir le créer avec les mains, je vais pouvoir le créer avec une souris ou non. Je vais peut-être utiliser un oculomètre pour suivre le parcours des yeux. En tout cas, je vais proposer différentes façons d'interagir qui normalement vont permettre, en fonction des préférences ou des capacités de la personne, d'utiliser la meilleure facilité, enfin la meilleure possibilité pour la personne. Ça peut être une combinaison d'ailleurs d'un certain nombre de façons d'interagir, mais en tout cas, je vais augmenter ces possibilités-là. Il y a l'IA aussi qui s'est invité dans la bataille. Le fait de pouvoir reconnaître de la voix, le fait de pouvoir reconnaître des images, le fait de pouvoir faire de la traduction, tout ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à l'intelligence artificielle et qui augmentent en tout cas les possibilités pour permettre d'être davantage accessible parce que le simple fait de pouvoir, par exemple, pendant qu'un joueur est en train de jouer, capturer sa voix et la retranscrire sous forme de texte pour qu'il soit en capacité d'échanger avec les autres joueurs s'il est en train de jouer en réseau, c'est quelque chose qui est possible grâce à ces sujets d'intelligence artificielle. Alors, si on parle plus spécifiquement des jeux vidéo, en définitive, il y a des adaptations qui doivent être faites à différents niveaux. On a d'un côté, au centre, la console, le PC, des dispositifs type HoloLens, donc de la réalité mixte, de la réalité virtuelle, enfin, voilà, plein de systèmes qui peuvent exister, qui vont permettre de jouer, qui vont permettre aux gens de pouvoir utiliser les systèmes en fonction des différents jeux à disposition. Sur la gauche, on a des dispositifs de contrôle. Donc, on va parler de la manette adaptative de Microsoft, mais pas que. Et puis, à l'opposé, on a les jeux. Et donc, on a à la fois des jeux standards. Et la volonté, c'est que de plus en plus de jeux, et je rejoins Capgame sur les tests qu'ils réalisent, de plus en plus de jeux se doivent d'être accessibles, ou en tout cas se doivent d'avoir la possibilité d'adapter les réglages pour pouvoir rendre accessible au plus grand nombre les différents jeux. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des jeux spécifiques qui sont développés. Alors principalement, on est dans du ludo-éducatif. C'est comment on va utiliser le jeu vidéo pour améliorer, on va dire, les utilisateurs, améliorer leur entre guillemets, connaissances, compétences, savoir-faire, grâce à des jeux qui peuvent permettre en fait d'avoir des actions sur soit leurs difficultés, soit dans un objectif d'amélioration. Alors ça peut avoir d'ailleurs un lien avec des sujets de santé,
donc le jeu comme étant un vecteur d'amélioration de la santé des gens. Je vous en montrerai un ou deux exemples. Pardon, j'avais déjà mis ce slide. Donc sur les dispositifs de contrôle, donc Microsoft a sorti il y a quelques années déjà ce qu'on appelle la Xbox Adaptative Controller, donc manette adaptative en français, qui peut se brancher à la fois sur un ordinateur, sur un PC, mais qui peut aussi se brancher sur une Xbox, qui est vue comme une manette de jeu. Son intérêt, c'est quoi? C'est de disposer à l'arrière de la manette d'un certain nombre d'entrées qui correspondent finalement à tout ce que l'on peut faire avec une manette traditionnelle. Donc j'ai besoin d'appuyer sur un des boutons de la manette, je vais pouvoir remplacer le fait d'appuyer sur le bouton de la manette par un dispositif externe, ce dispositif pouvant être un contacteur, donc un bête bouton poussoir, hein, ou pouvant être une manette mais qui se manipule qu'avec une seule main, et pas forcément avec un joystick. Donc quelqu'un qui serait amputé d'un bras par exemple et qui aurait besoin de jouer va pouvoir adapter l'environnement en fonction de ses capacités, sachant qu'en fait ces dispositifs-là viennent en complément entre guillemets des adaptations qui sont proposées sur les jeux vidéo eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on imagine par exemple un joueur qui veut jouer à, je sais pas, à FIFA par exemple, un jeu de foot, donc il doit à la fois contrôler son joueur, il doit tirer, il doit pouvoir faire des têtes, donc il doit faire différentes choses. Il faut évidemment que sur ce jeu vidéo, on soit capable de limiter le nombre d'interactions, donc d'avoir un mode de pilotage simple pour éviter que le joueur se retrouve avec 12 000 boutons en face de lui, enfin en tout cas autant de boutons qu'il n'y a de possibilités sur une manette, parce que ça deviendra probablement injouable pour lui de par une interface trop complexe. Donc il faut être en capacité d'avoir finalement un système qui va permettre un jeu avec une manipulation entre guillemets limitée par rapport au dispositif. Alors pour pallier aux jeux qui ne le proposeraient pas, on a la possibilité sur cette manette adaptative de brancher une manette classique et de travailler avec un copilote, de jouer avec un copilote. Donc on peut imaginer un joueur valide qui utilise une manette classique, un joueur qui a un handicap moteur, donc avec les membres supérieurs sur lesquels il a des limitations, qui va pouvoir faire un certain nombre d'actions, et les actions qu'il ne peut pas faire, il pourra les faire en mode copilote avec le deuxième joystick. D'ailleurs, on peut brancher sur une Xbox, on peut brancher deux manettes standards en mode copilote pour permettre en fait à deux joueurs de jouer entre guillemets le même personnage dans un jeu par exemple, ou le même véhicule quand on est dans un jeu de course de voiture. Donc on va pouvoir comme ça adapter ça au contrôle. Alors du coup, ça donne beaucoup d'idées parce que derrière ces différents connecteurs, ça permet éventuellement d'offrir la possibilité de créer des projets spécifiques, donc des petits projets d'électronique qui permettent d'imaginer des dispositifs externes. On en verra un à la fin de la présentation. Alors, lorsqu'on a pensé à cette manette adaptative, on a pensé aussi aux joueurs. Et on s'est dit, mince, mais les joueurs qui vont recevoir cette manette adaptative, potentiellement, ils ont un problème de mobilité des membres supérieurs. Donc, il faut leur simplifier la vie au niveau de notre packaging. Comment on va faire pour sortir la manette adaptative facilement du packaging, sachant que la personne, si ça se trouve, elle n'aura qu'une main, ou elle va, même pour certains joueurs, elles vont jouer avec des pieds. Hein. Il y a des joueurs qui jouent avec leurs pieds. Comment faire pour leur permettre de rendre plus agréable, en tout cas, depuis le déballage de leur console, enfin de leur manette, pardon, le système. Et donc, on a pensé à ce packaging inclusif avec un système de tirettes, avec un système qui permet de sortir assez facilement la manette. Donc, voilà, c'est pour montrer jusqu'où on doit aller. On doit aussi penser à la façon d'utiliser, que les joueurs vont avoir d'utiliser les dispositifs lorsqu'ils vont les recevoir à la maison. Alors on peut aussi penser dans les jeux en termes d'interaction, on peut aussi jouer avec un oculomètre. Donc nous on est en partenariat par exemple avec Tobii qui fait des oculomètres donc, médicaux, mais on a aussi des oculomètres qui permettent finalement d'adresser de l'interaction avec, on capture en fait le mouvement des yeux, et grâce à ce mouvement des yeux, on va pouvoir faire comme si on était en train de jouer avec une manette de jeu. Donc il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées comme ça. D'ailleurs, sur les ordinateurs de gamers un peu avancés, de plus en plus, ces oculomètres sont fournis en standard, en tout cas, elles sont intégrées en standard. Donc c'est potentiellement une piste qui permet à différents problèmes, enfin à différentes difficultés pour certains joueurs, d'améliorer leur façon d'interagir.
Alors, il y a différents systèmes. J'en ai listé quelques-uns. J'ai listé donc un PC, j'ai listé une Xbox. Et puis, on a aussi les casques de réalité mixte, HoloLens, qui permettent en fait de jouer. Donc, un HoloLens, globalement, c'est quoi? C'est un dispositif qui ressemble à un casque, en fait, mais qui est comme des lunettes, c'est-à-dire c'est transparent, on voit l'environnement dans lequel on est. Et en fait, on essaye de mélanger la réalité physique avec la réalité digitale. Je vais m'expliquer. Quand on prend un casque de réalité virtuelle, on coupe complètement le joueur de la pièce dans laquelle on est. C'est comme si finalement on l'immergeait dans une télévision. Il voit deux télévisions devant chacun de ses yeux. Et en définitive, il ne voit plus du tout le monde réel. Dans le cas inverse, dans la réalité physique, si je porte des lunettes transparentes, je vois tout ce qui m'entoure et je vais pouvoir voir exactement ce qui m'entoure. L'objectif, c'est quoi avec HoloLens? C'est pouvoir projeter dans la réalité physique des hologrammes. Et des hologrammes qui vont permettre quelque part d'interagir. Et donc, c'est aussi une autre façon d'interagir avec un jeu. Et sur la dernière version de ces casques HoloLens, on a la possibilité en fait de disposer d'un oculomètre, donc de pouvoir interagir avec un hologramme, mais plus avec une manette de jeu, mais avec des yeux. Alors ça emmène vers des choses assez sympathiques. Je peux vous montrer un exemple pour un joueur qui se trouve avec uniquement son casque. Donc j'ai coupé le son volontairement. Donc le joueur se trouve avec son casque et puis en fait il va simplement par une action va pouvoir créer en fait un hologramme qui correspond finalement à sa manette. Donc c'est une manette qui est purement virtuelle, qui va suivre le mouvement de la main. Donc quelque part le joueur lui c'est sa nouvelle manette de jeu virtuelle et il va interagir avec cette manette de jeu virtuelle avec des hologrammes qui vont apparaître. En l'occurrence, c'est un jeu de combat, entre guillemets, donc vous allez voir un peu plus loin. Voilà, là, par exemple, je vais pouvoir interagir avec un mur et projeter sur mon mur, donc il y a un mur physique, des hologrammes qui correspondent à des trous. Donc là, j'ai mon mur qui se brise, j'ai un hologramme qui apparaît, donc ça, c'est la perception du joueur. Le joueur va percevoir ça, et donc va pouvoir, comme ça, grâce à sa manette, interagir avec les hologrammes qui vont apparaître dans son environnement. Donc là, on est sur un système qui, alors en l'occurrence, en termes d'accessibilité, peut offrir un certain nombre de nouveaux services, de nouvelles façons d'interagir. On est en train de travailler, par exemple, avec l'association Alice sur le lock-in syndrome, sur des tests d'utilisation de ces casques HoloLens pour des personnes qui, en l'occurrence, sont un peu comme des personnes tétraplégiques, sont dans leur fauteuil et ont très très peu de capacité de mobilité, ont très très peu de façon d'interagir avec le monde extérieur en dehors de leurs yeux. Donc quelque part, le fait de pouvoir interagir avec leurs yeux dans un casque HoloLens peut peut-être offrir à ces personnes l'accès à des jeux. Donc on va développer des petits jeux cette année, des petits jeux simples pour qu'ils puissent piloter en fait avec leurs jeux, des jeux comme des jeux de dames, des jeux d'échecs, des jeux assez faciles à manipuler. Mais voilà, c'est ça l'ambition. Jusqu'à l'extrême, on peut aller sur des solutions dans lesquelles là on a projeté carrément un monde complètement virtuel, en l'occurrence c'est Minecraft. On a projeté ce monde dans le virtuel et là on peut interagir avec ce monde de façon un peu différenciée. On peut rentrer dans le jeu, donc on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il suffit maintenant, grâce à ce type de dispositif, d'imaginer finalement les jeux, d'imaginer les scénarios d'usage qui vont permettre, en fonction de certaines typologies de handicap, de pouvoir justement interagir différemment avec ces dispositifs. Alors je vais passer cette partie-là. Dans la partie, dans la console Xbox aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de paramétrages possibles pour régler les problèmes d'accessibilité. Alors je les ai listés ici. On a des possibilités globalement. Imaginons quelqu'un qui ne voit pas du tout son écran. Il faut être en capacité finalement de le laisser interagir avec un narrateur. Donc il y a un outil qui va permettre de faire une interaction, d'avoir une description de tout ce qui se passe dans l'environnement dans lequel on se trouve. Quelqu'un qui va avoir une difficulté visuelle doit pouvoir accéder à une loupe, donc doit pouvoir être en capacité de disposer d'une loupe ou de la possibilité de changer le contraste de son écran grâce à des réglages qui sont faits au niveau de la manette de la Xbox. On peut aussi personnaliser l'audio grâce au sous-titrage, grâce à la transcription, grâce au fait de couper la stéréo, par exemple pour des gens qui ont une audition différenciée entre leurs deux oreilles.
Donc tout ça, c'est possible en fait grâce au réglage traditionnel, en tout cas que l'on a dans sa Xbox. Alors si on passe sur la partie jeux vidéo, on a effectivement d'un côté des jeux spécifiques. Donc là, j'ai repris par exemple des jeux qui sont manipulables avec un oculomètre. Et donc sur la gauche, on a des jeux qui ont été faits spécifiquement pour être joués avec un oculomètre et qui sont vraiment extrêmement simples. Et de l'autre côté, l'ambition, c'est de pouvoir jouer avec une bibliothèque de jeux standards. Et donc, globalement, les équipes de Tobii ont, avec les éditeurs, travaillé pour s'assurer que les jeux standards pouvaient être manipulés avec ces dispositifs oculomètres. Alors, après, on rentre dans une considération qui est plutôt la considération des développeurs de jeux. Il y a un certain nombre de règles. Donc, nous, on a, en complément des standards, on va dire, qui existent sur le marché, on a quelque chose qui s'appelle GMAS. C'est de façon standard dans l'accessibilité, on a Microsoft Accessibility Standard qui liste tous les standards auxquels on souhaite répondre. Donc il y a un standard interne chez Microsoft qui est une surcouche, on va dire, des standards internationaux existants. Et donc de la même façon, Microsoft Studio, donc qui est éditeur de jeux, a créé un Gaming Microsoft Accessibility Standard dans lequel on a listé un certain nombre de règles. Donc voilà, toutes les règles qui existent. On a un certain nombre de documents qui accompagnent les développeurs pour pouvoir leur permettre de développer des jeux de façon le plus accessible possible. Donc ça passe par des exemples, handicap auditif. On a différents niveaux de gravité, donc c'est des exemples de tests. Différents niveaux de gravité, par exemple contextuel, j'ai un environnement de jeu qui est bruyant, j'ai mon bébé, mon conjoint, mon colocataire qui est endormi à côté, donc je ne dois pas faire de bruit, j'ai des haut-parleurs ou une écoute de très mauvaise qualité. Après, on peut rentrer dans des considérations partielles, je suis sourd dans une oreille, je commence à vieillir, donc j'ai des difficultés auditives, ou je ne peux pas entendre certaines fréquences, voire même je suis en incapacité totale, donc je suis sourd des deux oreilles. Et donc, quelque part, il faut considérer dans la conception de ces jeux la possibilité de régler à la fois de façon différenciée les dialogues, le volume musical, le volume de base, on va dire, du jeu. Et puis après, regarder comment on va valider tout ça. Donc, on va essayer de jouer le jeu en mettant le jeu en sourdine ou avec de la musique forte en même temps dans la même pièce pour simuler ce qui pourrait se passer pour un joueur en ligne. Ou alors on va essayer d'ignorer tout ce qui est information audio tout en jouant, de façon à vraiment être dans une situation de surdité totale pour vérifier si le fait de couper le son va déclencher une impossibilité d'utiliser le jeu ou pas. Un autre exemple dans la mobilité, donc c'est un peu la même chose, on a différents niveaux de gravité, et puis on va regarder si on est capable d'opérer avec une seule main, si on est capable de faire des entrées simples, de commander, de régler les différentes commandes, etc., etc. Donc, Jérôme parlait tout à l'heure, par exemple, de pouvoir mapper des boutons non standards. Alors, il a donné l'exemple avec des claviers en reprenant un clavier virtuel qui était mappé sur un clavier physique. On est à peu près sur ce type de situation-là. Alors j'ai deux projets en fait sur lesquels je voulais rebondir aussi. Un premier projet justement fait en collaboration avec Capgame, sur lequel la problématique de départ, on est arrivé à l'hôpital de Garches, et puis la problématique c'est on a des ergots qui accompagnent un certain nombre de jeunes qui sont pour la plupart tétraplégiques, et donc on avait un jeune en l'occurrence qui voulait vraiment être en capacité de jouer à des jeux standards, donc FIFA, Forza. On avait de l'autre côté du matériel qui était à disposition des ergots, donc du matériel standard. Donc comme par exemple, on le voit sur l'écran, une souris à boule donc, qui se manipule avec la bouche, avec une difficulté, c'est que ce signal-là est vu comme un signal d'une souris. Or nous, on attend sur la manette adaptative un signal qui est sous forme de joystick. Donc l'ambition, c'est de pouvoir dire avec ce dispositif de pilotage avec la bouche plus la manette adaptative, on voulait arriver dans les mêmes utilisations et le même usage qu'avec une manette standard. Et donc, quelque part, c'est Jérôme, en l'occurrence, qui a travaillé sur un petit dispositif qui a permis de traduire ce signal sous une forme de dispositif de type joystick
et ce qui a permis en définitive aux joueurs de pouvoir utiliser ses jeux préférés. Donc il était très très heureux de pouvoir faire comme ses petits camarades valides, c'est pouvoir jouer avec ces jeux standards. Alors ce qu'on ne voit pas, c'est que ici au niveau de ses mains, on avait mis des petits contacteurs, donc un contacteur pour, par exemple sur un jeu de voiture, un contacteur pour accélérer, un contacteur pour freiner, plus la petite souris à boule pour pouvoir piloter le véhicule. Et grâce à ça, il pouvait piloter son véhicule, accélérer, freiner, donc il pouvait globalement jouer au jeu. Voilà, c'était ça l'ambition. Un deuxième projet, qui est un projet de recherche, donc qui s'appelle Play to Heal, c'est un projet d'étudiants. Alors, c'est un projet, pour information, ce type de projet de recherche avec des écoles d'ingénieurs, c'est des projets qui sont particulièrement longs. C'est un projet que j'ai démarré il y a 3 ans, donc j'ai confié à 3 équipes chaque année, 3 équipes successives, donc dans le cadre de projets de fin d'études. Et donc, en définitive, cette année, l'équipe a réussi à arriver sur un prototype fonctionnel dans lequel on branche en fait des électrodes sur un muscle. On récupère à travers ces électrodes, on récupère ces informations. Donc il y a derrière un middleware en fait qui récupère le signal des électrodes, qui est branché sur un microcontrôleur à travers une petite carte. Ils ont même fait un boîtier en fait en imprimante 3D. Sachant que ce petit boîtier dispose aussi d'un petit écran OLED pour afficher des informations comme le niveau de contraction du muscle pour pouvoir le paramétrer. Et puis ce système est connecté en fait sur la manette adaptative. Donc l'ambition cette année, c'était de dire il vous faut créer un boîtier avec tout le dispositif pour moins de 50 €. Donc il y avait aussi une considération financière. On ne l'a pas dit, mais forcément, quand on crée des dispositifs pour le monde du handicap, les dispositifs souvent sont très chers et donc pas forcément inaccessibles en termes de jeu, mais inaccessibles en termes de prix. Et donc l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose de pas très cher. Donc ils sont arrivés à ça avec 50 € pour un muscle et 30 € par muscle supplémentaire, qui permet quelque part de pouvoir multiplier le nombre de muscles pouvant être utilisés par le jeu vidéo. Alors je vais vous montrer une petite vidéo qui en parle, elle dure 1 minute 30, donc je vous le montre tout de suite. Play to Heal m'a permis de continuer à jouer malgré mon handicap. Ça m'offre l'accès à un loisir et une alternative pour la rééducation. Play to Heal, c'est un projet étudiant qui est porté par les Skills et Microsoft et qui assiste une équipe de 9 élèves en 4 pays. Je m'appelle Philippe Potin et je suis le directeur de l'inclusion et de l'accessibilité numérique chez Microsoft France. Microsoft soutient les nombreuses innovations techniques au service des personnes en situation de handicap. Je suis ravi d'avoir pu soutenir cette année encore le projet Play to Heal qui va permettre à des personnes ayant des problèmes de mobilité grâce à leur système et à la manette adaptative de Microsoft de pouvoir jouer à des jeux vidéo comme tout le monde. Aujourd'hui, être handicapé moteur ou en rééducation, ça permet beaucoup dans ces loisirs. Nous, avec Play to Heal, on a justement voulu aider ces personnes, donc à la fois en étendant le champ des loisirs qui leur sont accessibles, en l'occurrence des jeux vidéo, et en même temps proposer aux personnes en rééducation une alternative ludique aux mouvements qui leur sont demandés. Alors concrètement, en quoi ça consiste? On commence par passer des électrodes sur un disque et lui associer un bouton sur la manette. Lors de sa contraction, un signal électrique est capturé et envoyé au maillot. Le signal est ensuite récupéré et filtré par notre microcontrôleur avant d'être comparé à un seuil dynamique de contraction propre à chaque utilisateur. Quand une contraction est validée par notre microcontrôleur, celui-ci renvoie une impulsion électrique à la manette adaptative équivalente à une pression sur le bouton sélectionné. Le premier point fort de notre projet, c'est sa dimension open. Ça permet à n'importe qui de le répliquer, de l'améliorer et de le personnaliser à volonté. D'ailleurs, tous les documents, que ce soit le code, les documents ou les modélisations, sont disponibles librement sur l'éditeur. Le second point fort, c'est le coût du projet. On avait comme objectif de créer quelque chose de beaucoup moins cher que ce qui existe déjà sur le marché, et on y est parvenu avec un prix d'environ 50 € à partir d'un muscle et de 30 € supplémentaires pour chaque muscle. Le dernier point fort de notre projet, c'est son autonomie. Grâce au choix des composants qu'on a utilisés, des technologies qu'on a employées, on a pu atteindre une autonomie d'environ 50 heures en utilisant des piles AA standard. Je tiens à remercier l'équipe et M. Philippe Potin pour nous avoir permis de réaliser ce projet et on espère que ça vous plaira.
Voilà, donc typiquement, pardon. Voilà, donc typiquement, ce qui est intéressant dans le projet, je vais le remontrer ici. Ce qui est intéressant en fait dans ce projet, c'est le fait que, on l'a vu, on peut à la fois jouer à un jeu vidéo, mais en fait, on peut imaginer que si on a besoin de faire de la rééducation musculaire auprès de quelqu'un qui est dans un hôpital, par exemple, on peut brancher des électrodes sur un muscle, on se met d'accord avec le kiné pour savoir quels sont les muscles qui doivent être travaillés. Le système va détecter automatiquement le seuil de contraction, donc quand est-ce qu'on décontracte et quand est-ce qu'on contracte le muscle, parce qu'en fonction du muscle, évidemment, le signal n'a pas la même intensité, et donc il faut être en capacité de l'adapter de façon automatique. Et donc, le joueur va à la fois jouer, mais en même temps, en jouant, il va faire travailler ses muscles, et donc, sans s'en rendre compte, il va potentiellement améliorer son état de santé. Donc là, on est sur un système qui vraiment est intéressant, et ce type de projet, c'est un projet qu'on va essayer de poursuivre en fait avec des équipes de rééducation musculaire, en l'occurrence à Kerpap. Donc c'est avec eux qu'on va poursuivre cette thématique-là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour en fait de ce que j'avais à vous présenter. Bien. Merci beaucoup Philippe Rotin pour ce panorama d'innovation absolument surprenante. Je propose qu'on puisse passer aux questions s'il y en a. N'hésitez pas encore à m'écrire pendant qu'on pose les premières questions. J'en ai deux pour l'instant qui sont, je pense, ouvertes à vous trois. J'ai une question de David Libaud qui demande « Comment voyez-vous l'accessibilité pour les jeux vidéo dans les années à venir ?» En fait, le point, c'est que c'est à la fois fonction des éditeurs, mais ça va être aussi beaucoup fonction des joueurs. Et on le voit, il y a de très fortes communautés qui se créent en fait dans le gaming. Je pense que Capgame est d'ailleurs à la pointe sur ce sujet-là et a réussi à fédérer un nombre de joueurs ayant des handicaps très très différents qui du coup sont une force parce que quelque part, c'est eux qui vont influer sur ce que les éditeurs vont être en capacité de fournir et de proposer. Et en même temps, il y a un truc qui est intéressant, c'est que finalement, proposer d'autres façons d'interagir, c'est aussi ludique pour les autres joueurs. Globalement, aujourd'hui, certes, on a tous tendance à prendre notre manette et à jouer avec une manette classique. Maintenant, je vous assure que quand on fait des salons et quand on voit des gens qui s'amusent avec des contacteurs, avec des manettes à une main, etc., ou avec d'autres systèmes d'interaction, en fait, n'importe quel joueur adore. Et donc, je pense que globalement, il faut surfer. D'ailleurs, Wii avait très très bien surfé sur le sujet en proposant la possibilité avec par exemple leur manette d'avoir un gyroscope qui permette de voir un peu le mouvement de la manette, voire même avec Kinect qui détectait aussi le mouvement du personnage, enfin de la personne qui jouait pour pouvoir interagir avec des jeux. C'est très ludique en fait. Je ne sais pas si Jérôme et Stéphane, vous avez des compléments par rapport à ça. Ouais. Enfin, c'est toujours une question récurrente avec laquelle on a quand même un peu de difficulté à répondre parce que nous réserve l'avenir. Il y a peut-être deux points sur lesquels on peut mettre l'accent. Le premier, c'est en effet la formation des professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Depuis 2017, on a vraiment assisté à un changement d'état d'esprit de l'industrie. C'est passé d'une situation où les gens ne savaient pas, ne comprenaient pas les questions de handicap, d'accessibilité, c'était vraiment étranger au milieu, à une situation où maintenant c'est presque complètement installé par principe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un éditeur ou un développeur qui va trouver original ou exceptionnel ou inapproprié le fait qu'un joueur ou une joueuse en situation de handicap revendique l'accès à son jeu. Mais maintenant que ce changement d'état d'esprit a été effectué, il faut monter en compétence. Et ça prend beaucoup plus de temps que cette commutation finalement d'approche de la question de l'accessibilité. Et ça, il y a beaucoup de choses à faire parce que les entreprises du jeu vidéo n'ont pas la même taille, les mêmes capacités, elles n'ont pas les mêmes ambitions. La question de l'accessibilité, elle est aussi large que ce terme qui veut rien dire. En fait, derrière accessibilité, il y a une infinité de cas
individuels, différents, plus ou moins complexes. Et c'est autant de choses qu'il va falloir s'approprier et adresser dans le cadre d'une production de jeux vidéo. Donc il va falloir commencer par quelque chose et puis il va falloir construire petit à petit. Donc de toute manière, c'est un processus qui va s'étaler sur quelques années ou quelques dizaines d'années. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en marche. Depuis 2017, on est vraiment témoin du monde d'avant 2017 et de ce qui se passe de très positif et très dynamique. Et Microsoft en est un exemple assez visible. Hein. Et le deuxième point, peut-être, en plus des professionnels, c'est de continuer la communication auprès des personnes en situation de handicap, qui parfois encore aujourd'hui sont convaincus d'être dans l'incapacité de jouer malgré toutes ces solutions qui existent, parce qu'elles ne sont juste pas au courant qu'il y a tout un tas de solutions qui existent. Et elles existaient déjà quand on a lancé la sauce en 2013, et on était déjà confronté à ce problème de manque de lien entre ces solutions matérielles, logicielles qui existaient et des personnes qui seraient susceptibles d'en avoir besoin parce qu'en situation de handicap, mais quand même demandeuses d'une activité de jeu totale ou partielle. Après, il y a plein de manières, encore une fois, de voir l'accessibilité. Mais cette communication, elle reste aujourd'hui très importante et elle le sera encore, je pense, dans les années à venir. Plus on en parlera, également au travers de séminaires comme aujourd'hui, et plus cette question avancera. Je suis en phase avec ce dit Jérôme, mais en fait, c'est vrai que le fait quelque part que les studios soient sensibilisés sur le jeu vidéo, en fait, on voit exactement la même vague dans les outils bureautiques, dans l'accessibilité numérique au sens large. Donc 2017, ça a vraiment été un tournant. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur la thématique du handicap en entreprise, parce qu'au-delà de la partie jeux vidéo, moi j'interviens beaucoup en entreprise pour parler d'accessibilité, des environnements à la fois pour les collaborateurs, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé. Et en définitive, on a vu la même accélération. Donc quand j'ai démarré il y a 5 ans, on me prenait pour un extraterrestre. Je pense un peu pareil que Capgame, à mon avis. Et aujourd'hui, on a plutôt un peu plus de succès et on voit beaucoup de demandes en fait de la part du marché sur cette thématique-là pour essayer de comprendre et pour aussi avoir un public, ce que je veux dire, des personnes en situation de handicap qui peuvent utiliser. Et là, on peut rejoindre ce que fait Stéphane avec ses joueurs. C'est le fait de pouvoir identifier des joueurs qui peuvent tester les logiciels, qui peuvent tester les jeux et donner du feedback pour expliquer comment s'améliorer et comment faire que la prochaine version du logiciel ou du jeu va pouvoir être davantage accessible qu'aujourd'hui, c'est important. Merci beaucoup. La deuxième question, finalement, elle est très liée avec ce que vous venez de dire. C'est quelqu'un qui demande donc, qui va produire ces jeux adaptés par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, par exemple Microsoft, qui y travaillent mais vous venez de dire que finalement, ça s'est institutionnalisé beaucoup. Ouais, vas-y, Jérôme. Pardon. En fait, l'idée, c'est pas qu'il y ait un intermédiaire qui soit en charge de l'accessibilité, c'est vraiment que l'accessibilité rentre dans les équipes. Et moi, j'ai pour ambition qu'à 5-10 ans, on arrête de parler d'accessibilité. Philippe a déjà fait la transposition lexicale, hein. C'est qu'on parle de confort de jeu, nous, depuis longtemps maintenant. On parle de préférence utilisateur. On a vraiment cette approche-là de ne plus parler, enfin cette ambition de ne plus parler d'accessibilité pour éviter de stigmatiser et de mettre un focus sur la problématique, sur le handicap, sur le truc dont on a marre d'entendre, enfin qu'on a marre de voir mis en avant, alors que dans la situation considérée par rapport aux jeux vidéo, il n'y a pas lieu d'en parler. Il y a juste besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionne chez un utilisateur ou une utilisatrice et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour interagir avec un logiciel. Finalement, on se fout complètement de savoir si la personne il lui manque 2 jambes ou si elle a une paraplégie ou si elle a une CEP. Ça, c'est pas notre problème en fait. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qui fonctionne, quel niveau de confort de la personne. Est-ce qu'elle préfère jouer avec des contacteurs au coude ou des contacteurs à la tête? Est-ce qu'elle préfère jouer au souffle? Est-ce qu'elle préfère une poursuite oculaire? Et même s'il y a plusieurs choix, quel est son niveau de confort? Au même titre que moi, j'ai un niveau de confort aussi quand je paramètre ma console et ma manette. Et de ce fait, cette démarche finalement
d'adaptabilité des logiciels en général et des jeux vidéo en particulier, elle va s'inscrire dans une démarche globale qui s'appelle UX Design, donc l'expérience utilisateur, l'ergonomie du logiciel. Et il serait vraiment important, il est peut-être même urgent que ces personnes en charge de l'UX ou de l'ergonomie intègrent le fait que leur population d'utilisateurs et d'utilisatrices potentielles aujourd'hui, elle ne se limite pas aux gens qui ont 2 bras, 2 yeux, un cerveau qui marche bien, des oreilles qui marchent bien, un corps qui marche, mais qu'elle englobe un panel de diversité en termes de capacité qui est beaucoup plus large que ce qui leur a été proposé ou inculqué jusqu'à présent. Aujourd'hui, on ne parle plus d'utilisateurs avec un modèle unique, on parle d'utilisateurs et d'utilisatrices avec, encore une fois, une diversité très importante de capacités. Il est important que ces personnes intègrent ces modèles différents et du coup répercutent dans l'utilisabilité de leur logiciel la prise en compte de ces modèles. De toute façon, les retours d'expérience des studios qui ont bossé sur l'accessibilité, implémenté des éléments d'accessibilité comme Ubisoft ou Naughty Dog, ont montré par les chiffres d'utilisation de ces features que ça a dépassé de très loin la cible. Le fait de pouvoir jumeler des sticks pour simplifier le déplacement dans un jeu comme l'a fait sur Naughty Dog, ça a été utilisé par beaucoup plus que le public attendu. Pareil pour les sous-titres. Donc on est vraiment sur la conception universelle. L'objectif, c'est vraiment de donner des possibilités de confort, de choix, d'amélioration. Alors ce qu'on attend aussi, c'est sur l'intelligence artificielle qui soit capable de les proposer à la volée et plus de devoir aller dans les menus les chercher. Mais oui, le but, c'est vraiment de sortir de effectivement ce terme d'accessibilité pour aller plus sur les capacités de chacun, quoi. Oui, je milite tout à fait dans ce que Jérôme et Stéphane ont dit. Je pense que on aura gagné lorsqu'on ne parlera plus de handicap en définitive. Là, aujourd'hui, on stigmatise sur le handicap parce qu'on considère que la personne, elle est limitée par quelque chose, mais on a tous, de par notre vie, une limitation, que ce soit une limitation intellectuelle, que ce soit une limitation physique. Moi, je ferai jamais les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est pour ça, globalement, je vais ne pas pouvoir utiliser certaines solutions? Bah, probablement non. Donc c'est, on est tous, on va dire, si on se compare tous les uns les autres, on va tous avoir des limitations les uns par rapport aux autres, en fait. Et quand on parle des bénéfices, je pense qu'il y a un point qui est assez intéressant aussi, quand on voit qu'effectivement les éditeurs de jeux créent des modes d'usage un peu plus simples, parce qu'on n'est pas tous des gamers, on va dire, acharnés à avoir la capacité à maîtriser un nombre de commandes impressionnant. Maintenant, il y a des professionnels du jeu vidéo, il y a des gens, c'est le métier de jouer à des jeux vidéo et finalement de se confronter, comme on parlait d'e-gaming tout à l'heure en introduction de Cap Game. Typiquement, aujourd'hui, effectivement, si on parle de compétition de jeux vidéo, peut-être qu'effectivement, il faut complexifier, il faut que les gens puissent montrer leur adresse à utiliser ces jeux. Mais en définitive, la plupart des gens, ils veulent juste s'amuser, donc ils veulent finalement des contrôles qui puissent être très, très ergonomiques, très, très simples à utiliser. Et donc, on va dans le sens de l'amélioration des interfaces et dans le sens d'une simplicité pour utiliser tout un chacun des jeux vidéo sans avoir besoin finalement de s'embêter avec 10 milliards de commandes. Merci beaucoup. Et à ce titre, il y a Hervé Benoît qui rajoute « L'objet d'étude de l'accessibilité universelle est bien centré sur les préférences et le confort et non plus les handicaps ou capacités. C'est essentiel dans tous les compartiments d'activité sociale, y compris celui de l'école. » Exactement. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. J'en ai une de Sylvie Sanchez qui dit « Bonjour, je suis en situation de handicap paraplégique. Où est-ce que je peux apprendre à créer des jeux vidéo avec un enseignement adapté ?» Alors, enseignement adapté, si c'est sur les contenus, a priori, nulle part, parce qu'aujourd'hui, les écoles ne sont pas à jour. J'ai investi personnellement un certain nombre de formations en France pour parler de ces questions d'accessibilité et de jeux vidéo, donc des écoles comme Rubica, comme Isart, comme l'Engmin évidemment, l'IEM à la Défense.
personne encore a franchi le pas d'avoir un enseignement adapté au sens où il va être accessible pour des personnes, encore une fois, aux capacités différentes et avec des niveaux de perception, de compréhension différents. Si par contre le lien il est avec la situation de paraplégie, peut-être que cette adaptation nécessaire concerne plus spécifiquement l'accès au bâti dans ces écoles. Et là, je ne saurais pas trop répondre. Je pense qu'il faut aller faire le tour des écoles dont on peut trouver une liste au SNJV. Le SNJV, c'est le Syndicat national des jeux vidéo. C'est un organisme, donc une association qui fédère en France les studios de développement des jeux vidéo. Et à l'intérieur du SNJV, il y a une sous-partie qui s'appelle le REJV, pour le réseau des écoles du jeu vidéo, et qui regroupe un certain nombre d'écoles en France à différents niveaux de formation, licence ou master, et qui sera à même de répondre si d'un côté, les locaux sont accessibles et que l'accessibilité physique, on va dire, de la formation au sens très large est un sujet qui a été traité, et si par ailleurs l'accessibilité de la formation et des contenus est un autre sujet qui a été adressé. C'est le deuxième, vous avez une réponse positive pour ce deuxième sujet, je suis preneur aussi de l'information. Ouais, je rajouterais peut-être une petite chose en définitive. Sur les aspects formation, il y a deux questions en une. Il y a la formation à comment développer et comment devenir développeur sur le sujet. Et donc là, effectivement, c'est les écoles du jeu vidéo et vérifier qu'elles sont bien accessibles. Après, si on prend l'état de l'art concernant l'éducation, dans chaque université, dans chaque école maintenant, on a des référents handicap dont le métier, c'est en définitive de fournir des adaptations ou de travailler avec les élèves concernés pour améliorer l'accessibilité les concernant. Ça peut être avec de l'aide humaine, ça peut être avec de l'aide technique, ça peut être avec de l'aide diverses et variées, matérielles. Donc il y a ça, et généralement en fonction des filières que l'on choisit, on peut se retrouver accompagné pour s'assurer quelque part qu'on a bien tous les éléments nous permettant de travailler, nous permettant de suivre l'enseignement. Après se pose effectivement la qualité du contenu, parce qu'effectivement si on a certaines difficultés et que certains contenus n'ont pas été rendus accessibles, là, on se retrouve confronté aux mêmes difficultés, des difficultés qui peuvent être de temps en temps insurmontables. Et la qualité de l'accompagnement, enfin de l'accompagnement des dispositifs alors j'aime pas trop le terme, mais les dispositifs de compensation mis en place par les cellules handicap des différents établissements est très variable et vraiment dépendante des établissements. Alors j'en parle avec totale désinhibition parce que je fais partie de ce milieu, donc je vois très bien les différences de traitement et ou de ressources qui existent entre des établissements universitaires, écoles d'ingénieurs ou autres. Donc on a évidemment des différences de traitement qui sont liées à ces différences d'engagement finalement aussi dans ces questions d'accessibilité des formations. Merci. Je poursuis les questions. Abdou Kamara, donc, qui vous félicite pour ces innovations, il me dit « J'aimerais savoir s'il y a des mesures préventives pour lutter contre l'isolement social, surtout pour les personnes en situation de handicap. Dans beaucoup de pays, ces jeux sont souvent source de rupture avec la vie réelle pour les jeunes. » Ça, c'est effectivement les côtés addiction. Les côtés addiction, c'est un peu comme tout, en définitive. C'est difficile d'avoir une réponse parce que quand on met en place un jeu vidéo, l'objectif de ce jeu, c'est d'être le plus ludique possible et justement de captiver le joueur pour qu'il ait envie de continuer et envie de poursuivre. Et après, je pense que le côté addiction, c'est effectivement quelque chose dont il faut être attentif. Par contre, sur le côté isolement social, je pense que au contraire, il peut y avoir des situations dans lesquelles le jeu vidéo est un espace d'évasion qui permettent justement aux joueurs de quitter un peu son monde, quoi. Enfin, entre guillemets, on va prendre un film comme Avatar, par exemple, qui est un bon représentant en fait sur le sujet, qui montre qu'en définitive, la personne qui a un handicap, en l'occurrence, il a perdu l'usage de ses jambes, si je me souviens bien du film, se retrouve dans un personnage et vit à travers ce personnage qui lui a toutes ses capacités, toutes ses compétences. Et en l'occurrence,
c'est aussi une façon de s'évader. On reprend l'exemple aussi des personnes locked-in dont je parlais tout à l'heure. Leur problématique aujourd'hui, c'est de ne pas être en capacité de jouer justement et d'avoir envie, comme les autres, d'avoir accès à ce média et à ces jeux en fait. Je suis évidemment aligné avec ce que vient de dire Philippe sur les deux points. Alors, j'irai peut-être un peu plus loin, c'est que le côté addictif, finalement, c'est quand même une vieille casserole qu'on traîne depuis un certain temps. Et quand même, c'est une image qui s'est un peu objectivée. On n'est pas plus addictif qu'autre chose. Si on se met à fumer 3 paquets de cigarettes par jour, on aura des problèmes aussi importants que si on se met à jouer 20 heures par jour à des jeux vidéo, évidemment. Et on peut faire plein de parallèles différents avec la malbouffe et tout un tas d'autres activités qui sont poussées à des niveaux extrêmes. Le jeu vidéo, ça n'a pas été démontré scientifiquement qu'on a une tendance à l'addiction qui est plus importante que dans d'autres domaines. Mais effectivement, les pratiques excessives amènent des conséquences qui peuvent être évidemment nocives. Alors, il y a quand même des outils qui existent dans le jeu vidéo. Là, je citerai rapidement Pédagogeux, une association qui va permettre de fournir des outils et de la documentation aux familles pour les aider à encadrer une pratique responsable, saine, justement non extrême, et d'assurer ainsi que les personnes ne vont pas tomber dans des comportements problématiques. Le lien social, là pareil, je suis complètement d'accord. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un vecteur de lien social qui est extrêmement fort. Les jeux multijoueurs sont beaucoup plus, sont majoritaires sur les pratiques de jeux vidéo aujourd'hui, et donc on a forcément, systématiquement, pour le jeu en ligne, des interactions, de collaboration, d'opposition, et à minima de communication avec des gens du monde entier, parce qu'on choisit pas forcément, enfin il y a des situations dans lesquelles on choisit pas forcément ses partenaires ou ses adversaires, et donc on peut brasser des liens avec beaucoup plus de monde que si on sortait de son domicile et qu'on allait dans le périmètre de son habitation ou à l'école. Donc c'est vraiment un vecteur de connexion et de lien social qui est extrêmement fort, et je pense qu'il faut vraiment le percevoir comme ça aujourd'hui. On a je prendrais pour exemple le premier confinement qu'on a vécu. Évidemment, toutes les activités en présentiel, vous le savez aussi bien que moi, ont été annulées. Et nous avions un projet avec la Fédération française handisport qui était un projet de prise de température de l'e-sport, donc de la pratique compétitive du jeu vidéo, auprès de leur population de licenciés. C'était clairement pas un projet prioritaire jusqu'au premier confinement, où là, comme tous les autres projets ont été annulés, on est devenu top priorité et on s'est organisé donc la première compétition e-sportive de la fédération pour les licenciés qui étaient intéressés par cette pratique, et même des gens qui ont pris ça un petit peu par accident aussi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément une appétence importante pour le jeu vidéo, mais comme c'était une des rares activités qui restait, justement, le maintien d'un lien social passait par des éléments rares ou des activités rares à ce moment-là, et le jeu vidéo en a fait partie. Et donc, ça a permis de créer une autre communauté, ça a permis de créer une dynamique, ça a permis de créer des moments de rencontre et des moments de compétition et de rassemblement autour de cet objet-là. Et on a vu tous les bénéfices en fait de cette pratique et de ces rassemblements. Clairement, du point de vue social et lien social, on est plus dans un moment de partage ou dans des moments de partage que dans des dynamiques d'isolement qui sont pour moi aujourd'hui un petit peu caricaturales d'une époque qui révolue maintenant. Et puis il y a beaucoup de témoignages de joueurs en situation de handicap qui nous expliquent que c'est leur dernier loisir parfois. Le fait de savoir se déplacer, le fait d'aller à l'extérieur, aller vers d'autres, le fait de pouvoir jouer en ligne, il y en a beaucoup qui nous témoignaient le fait que pour eux c'était super important parce qu'il leur restait que cette pratique-là quand on peut pas aller dans une salle de sport ou autre. Et du coup, pour qui c'était important ou de vivre d'autres choses, on a un joueur spécialisé dans les sports qui travaille régulièrement avec nous, enfin sur les sports voitures, qui disait que je ne conduirai jamais une Formule 1, mais le fait d'être dans un simulateur de Formule 1,
ça lui donne un peu ce goût-là. Et puis, ou alors Hichem, qui explique que pour lui, il nous dit régulièrement, c'est gagner un match contre un joueur valide à FIFA, c'est 10 ans de thérapie, quoi. Déjà, il y a le côté collectif de partager une partie, mais en plus de se dire, j'ai réussi à battre un joueur valide, il y a cet aspect-là. Donc, il y a autant, si ce n'est plus d'apport par cette pratique que de risques. Alors après, oui, je rejoins les autres sur la dictologie. J'y travaille également avec l'UNAPI sur l'accompagnement d'une pratique saine, mais c'est quelque chose qui se travaille et il y a beaucoup d'outils euh, en amont qui permettent d'éviter ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a un point supplémentaire, puisqu'on parlait d'Hichem, qui est un joueur handi un peu célèbre, entre guillemets. C'est devenu d'ailleurs pour certains un métier. Ils sont devenus influenceurs sur les solutions d'accessibilité dans du jeu vidéo. Donc, ça en est devenu un métier pour eux. Ils deviennent influenceurs vis-à-vis aussi des studios. Ils essayent d'être de plus en plus en contact avec les studios et ils accompagnent ce qui est fait par Capgame, ce qui est fait par différents acteurs du domaine pour essayer justement d'apporter leur pierre pour améliorer l'accessibilité globale des différents systèmes. Merci beaucoup. Morgana Durac nous demande: bonjour, comment faites-vous pour diffuser ces nouvelles informations d'accessibilité auprès du grand public ou des professionnels de santé? On fait pas grand-chose d'original et on le fait pas très bien. Alors, on n'est pas très bon en communication à Capgame, même proche de la nullité. On utilise des outils assez classiques, le site web principalement. C'est là où on met, vous êtes sûr de trouver toutes les informations qui sont disponibles au travers de l'association. Ça concerne tous les axes de notre travail, donc la veille techno, le testing avec les articles de Stéphane et de ses testeurs, la partie R&D et l'e-sport. Tout ça est vraiment regroupé sur le site web qui a été notre outil de travail historique et qui l'est encore aujourd'hui. On travaille à améliorer justement ces canaux, enfin multiplier ces canaux de communication et à améliorer cet effort de communication globale parce que aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choses à raconter. On a une activité qui est riche, y compris sur l'année qui vient de passer avec le contexte un petit peu compliqué et pourtant les gens en général n'ont pas forcément une connaissance de ce qui se passe dans l'asso. Donc en effet, c'est un axe fort d'amélioration qu'on a pris à bras le corps. Mais voilà, donc on est sur les réseaux sociaux, on a un groupe Facebook d'un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui et d'origine et de qualité très différentes. Donc on peut adhérer, c'est gratuit à ce groupe Facebook et puis partager, être au courant de tout ce qui s'y passe autour des questions d'accessibilité de jeux vidéo. On est sur les réseaux sociaux comme Twitter et notre site web, encore une fois, est un vecteur important d'information. Ouais, je pense que de toute façon, le mieux pour s'informer, hein, il suffit de s'abonner effectivement aux quelques personnes sur les réseaux sociaux qui sont bien au courant et qui diffusent assez régulièrement de l'information. Moi, sur l'accessibilité numérique au sens large, en entreprise, on a les mêmes contraintes et les mêmes problématiques en fait de diffusion d'informations. Alors en entreprise, c'est plus facile, on adresse les entreprises et puis on organise des sessions comme aujourd'hui, de webinars, de présentations, etc. Et après, derrière, on essaye de diffuser au maximum en fait sur les réseaux sociaux l'actualité. Donc après, il faut suivre les bonnes personnes. Hein. C'est juste ça sur les réseaux. On prend quelques joueurs en vie un peu à la pointe, plus des associations comme Capgame ou d'autres associations sur le jeu vidéo ou Xbox France si on est joueur sur Xbox. Et abonnez-vous et vous suivrez tout ce qui se passe. Quoi. Merci bien. Une question de Jérôme Frédéric. Relais. Pardon, je fais un relais. Je fais un relais avec mon collègue. Je crois qu'il ne m'a pas vu. Alors, Frédéric Magnier dit bonjour à tous, merci de cette qualité d'intervention. Ma question est la suivante. Existe-t-il des passerelles entre les trouvailles sur les jeux numériques et la vie quotidienne des personnes en situation de handicap? Il précise qu'il est enseignant spécialisé.
Alors, des passerelles entre la vie réelle et le jeu vidéo, oui, quelque part. D'ailleurs, on voit un certain nombre de jeux qui essayent de reprendre un peu des personnages pour les mettre dans des situations qui sont un peu des situations de la vie courante sur lesquelles on pense effectivement à être en capacité de jouer un autre joueur que soi-même, d'avoir envie d'incarner un autre joueur que soi-même, mais qui finalement peut être dans des situations qui sont des situations de la vie courante. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette question, parce que, en définitive, le jeu vidéo, il peut avoir soit il peut avoir comme ambition de faire de l'évasion, c'est-à-dire quelque part de changer le joueur de son quotidien, soit à un but qui est vraiment un but de formation, sur lequel le jeu vidéo peut être un vecteur pour aller former. Hein. On parle de tous les jeux qui ont été faits, Serious Game et autres, qui sont utilisés énormément en fait pour former les gens. Parce que moi, je prends un exemple. On a organisé chez Microsoft un Serious Game pour aller former les utilisateurs aux fonctionnalités d'accessibilité qu'on a dans Windows et dans Office. Les gens ne les connaissent pas. Aller regarder une présentation, voilà, ça peut être un peu barbant, voilà, des démonstrations, etc. Par contre, être capable, d'un point de vue ludique, d'amener les utilisateurs à être obligés d'utiliser des fonctionnalités d'accessibilité pour les comprendre. On a fait un test, par exemple, on était sur un environnement de Teams, on a dit à tout le monde, vous coupez les micros, il y en a un qui active son micro et qui doit faire deviner aux autres un mot en utilisant uniquement du sous-titrage, par exemple. Ou alors des sujets dans lesquels on a demandé aux gens de raconter une histoire, chacun devant, c'est des groupes de 4-5 personnes, chacun devant raconter un bout de cette histoire, mais uniquement en dictée vocale. Donc sans que les gens puissent échanger entre eux en dehors de l'espace qui était un document Word, l'espace de. Donc c'est très ludique et ça permet d'apprendre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Jérôme, en complément. Ouais, moi, c'est marrant parce qu'effectivement, cette question avait deux prismes possibles. Moi, j'étais plus sur le côté, est-ce que quand on trouve des trucs qui fonctionnent en accessibilité des jeux vidéo, il y a des transferts possibles sur la vie tous les jours. Alors, pendant la réponse de Philippe, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, mais ça, c'est parce que mon cerveau vieillit. En revanche, ce qui est vachement intéressant, c'est que le contexte du jeu vidéo, il faut le voir comme un contexte extrêmement contraint. C'est une activité, donc une interaction avec un médium qui est fortement multimodal. Donc on va utiliser le son, l'image, les fonctions motrices, l'haptique quelquefois. On va avoir besoin de prendre de l'information et de la traiter de manière très rapide. Donc temporellement, c'est hyper contraint. Il y a des jeux qui sont frénétiques. Hein. On doit réagir très très vite, prendre des décisions très rapidement, mettre en place des stratégies, s'adapter. Enfin, donc c'est une activité qui est extrêmement contrainte sur plein d'aspects. De ce fait, quand on trouve des solutions ou des astuces ou des trucs pour rendre le jeu vidéo plus accessible, c'est hyper simple après de le porter dans un contexte qui est beaucoup moins contraint, qui est celui de la vie quotidienne, entre guillemets. Ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour dire que allumer la lumière quand on rentre dans son appartement et trouver des solutions d'accessibilité en domotique, et là Stéphane peut-être pourra en parler probablement mieux que moi, c'est beaucoup plus facile que de trouver les moyens de flinguer un avatar qui est très loin et très vite avec une visée hyper sensible, etc. Donc si on arrive à faire à maintenir cette activité dans le jeu vidéo, après appuyer sur un interrupteur avec des technos qui sont, qu'elles soient logiciels ou matériels, qui sont portés depuis le jeu vidéo vers le quotidien est vraiment beaucoup plus simple. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la recherche dans le domaine a vachement de domaines d'application, après, enfin de perspectives de nouvelles applications par rebond. Et, Stéphane, peut-être sur la domotique. Oui, bah la passerelle, on est sur l'accessibilité à un outil numérique. Donc, le jeu vidéo, c'est un outil numérique parmi d'autres. Donc, effectivement, et là-dessus, oui, sur les papillons blancs, ma casquette de référent numérique, ce que j'apprends sur le jeu vidéo à utiliser des moyens de contrôle de l'outil, je peux le réutiliser ailleurs. Donc, savoir contrôler son environnement sur une tablette en utilisant un contrôle à la bouche, au pied ou autre qu'on utilise dans le jeu vidéo, c'est tout à fait transposable dans la vie quotidienne. On est vraiment sur le moyen d'accès à un outil numérique, quel qu'il soit, dans ce cas-là.
Donc là-dessus, les applications sont nombreuses. Après, la passerelle aussi, c'est effectivement, c'est de faire le lien entre les associations d'accompagnement et l'industrie du jeu vidéo, si on reste sur le jeu vidéo. Et c'est ce qu'on souhaite développer sur la professionnalisation du testing dans les studios. Il y a cet aspect-là aussi de passerelle entre vie réelle et jeu en lui-même, quoi. Il y a un autre axe d'ailleurs dont on n'a pas parlé, hein, les simulateurs. Quand on regarde des simulateurs de vol comme un flight simulator ou autre, sur lesquels les pilotes vont même jusqu'à s'exercer parce que ça coûte cher de faire 1 heure de vol d'un avion et on est en capacité de le recréer sous forme de jeu. Alors certes, très évolué parce que là, du coup, on se retrouve avec des commandes très compliquées et on revient quasiment à un cockpit d'avion d'un point de vue manipulation. Donc c'est pas quelque chose de très accessible. Mais le jeu vidéo, comme étant un vecteur qui peut se transposer dans la vie réelle et améliorer finalement la qualité ensuite de l'utilisateur, parce qu'il a beaucoup joué en simulateur, il va être capable de reproduire dans la vie réelle quelque chose, c'est intéressant. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Hein. On a travaillé avec Actimage, qui est une société spécialisée sur les HoloLens, sur un programme qui s'appelle Holotisme. Le principe, c'est quoi? C'est d'être capable finalement de mettre la personne, d'immerger la personne dans un monde avec des avatars pour lui apprendre des choses de la vie quotidienne. Je vais donner un exemple. On veut apprendre à un enfant autiste à traverser la rue. Dans le monde réel, c'est beaucoup trop compliqué. Le risque, c'est que le gamin se fasse écraser par une voiture, alors que ce qu'on veut qu'on soit capable de simuler, c'est le fait que l'enfant va regarder et vérifier que le feu rouge est bien rouge, s'assurer que les voitures sont bien arrêtées, qu'il y a bien un passage piéton et qu'il va être en capacité de traverser en toute sécurité. On va ça le simuler dans un monde qui est complètement holographique, dans lequel il va pouvoir s'entraîner, le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Et au bout d'un moment, on va pouvoir transposer ça dans de la vie réelle et donc permettre à l'enfant en toute sécurité d'évoluer. Ils ont fait un autre programme dans ce cadre-là. C'est un programme dont l'objectif est d'aller crever des ballons qui se trouvent dans l'environnement dans lequel on est. Donc, on va apprendre à l'enfant à évoluer dans une pièce dans laquelle vont apparaître des ballons qui sont des hologrammes et on va demander à l'enfant d'aller crever les différents ballons. Ça lui apprend à s'orienter, ça lui apprend à rechercher justement dans du spatial ce type de dispositif. Et là, par contre, là, on est vraiment sur de la formation. On est sur l'amélioration des capacités à terme de la personne à pouvoir identifier justement ces éléments qui sont en l'occurrence virtuels, mais qui peuvent se transposer en physique de façon simple. C'est une expérimentation qu'on est en train de réfléchir, nous, avec l'Université de Lille, par exemple, sur effectivement utiliser la réalité virtuelle dans l'apprentissage, sur les normes de sécurité, par exemple, dans un service horticole. Voilà, donc oui, il y a des applications qui peuvent être très intéressantes. Ouais. Il y a Sylvie dans le chat qui fait référence aux applications de santé connectées sur la rééducation périnéale chez les femmes. Oui. Comme ça, il existe des sondes, on insère et après on joue avec son téléphone pour essayer de contracter et du coup les codes du jeu sont là pour prendre soin de soi et c'est vrai qu'il y a aussi le marché de la santé connectée. Ouais, ça a démontré son efficacité en fait. En effet, alors c'est pas du tout pour dénigrer le travail des kinés parce que les kinés peuvent s'approprier aussi ces outils numériques, mais quand on a des séances de kiné respiratoire classiques et puis des séances de kiné respiratoire qui s'appuient sur un jeu vidéo, on n'a clairement pas le même niveau d'engagement même en tant que patient, même si on connaît les enjeux et encore plus si on les connaît pas. Je prendrais pour exemple. C'est toujours à Garches, donc je vais essayer de pas trop en raconter quand même parce qu'il y a un secret médical, mais il y a un enfant à Garches qui était dans le service dans lequel on est allé, que Philippe a présenté tout à l'heure, qui avait des problématiques d'accès au numérique. Donc typiquement l'ordinateur, l'environnement classique, bureautique entre guillemets, et donc les ergothérapeutes déjà butaient sur trouver le niveau de confort, la solution qui fonctionnerait pour ce jeune qui avait à l'époque 10-12 ans.
Et là est arrivé un dispositif nouveau sur le marché, enfin moins le marché français, qui est le QuadStick, donc un dispositif de contrôle à la bouche, un joystick hypersensible avec 3 pailles qui permettent de gérer de l'interaction en soufflant ou en inspirant dans ces pailles. On pouvait provoquer des actions associées sur l'ordinateur. Et alors non seulement ce dispositif était parfaitement adapté à ce qu'il était capable de faire et à son niveau d'utilisation. Donc il est devenu, en caricaturant un petit peu, il est devenu expert du numérique grâce juste à la bonne adaptation de ce dispositif d'interaction. Et comme c'était un dispositif qui mobilisait le souffle pour l'interaction avec les pailles, c'est un gamin qui a récupéré une capacité ventilatoire qu'il avait perdue et que la kiné respiratoire était jusqu'à présent, au moins, avait été en incapacité de lui faire récupérer. Et donc, le fait simplement c'est pas simple, mais le fait de passer du temps finalement à interagir avec son ordinateur, à jouer à des jeux vidéo en soufflant et en inspirant dans des pailles, ça lui a amélioré sa condition physique et ça lui a fait retrouver des niveaux de confort aussi physiologique qu'il avait perdu. Ouais, ça revient à l'exemple des contractions musculaires dont je parlais tout à l'heure, effectivement, qui sont un peu du même ordre. C'est je joue, donc finalement j'ai mon esprit qui est mobilisé par le jeu et j'ai envie de réussir. Enfin, c'est ce qu'on essaye tous quand on joue, c'est de réussir à se dépasser, à faire un score, à pouvoir évoluer comme on veut. Et sans s'en rendre compte, on mobilise un certain nombre de moyens qui vont permettre d'y arriver. Et donc ces moyens, on va les entraîner, on va les muscler, donc on est vraiment sur de la récupération. Merci beaucoup. J'ai une question de Mathieu Muraté qui demande: a-t-on des évaluations sur l'accessibilité des environnements de développement des jeux vidéo comme Unreal Engine, Unity ou autres? Alors non. Non, pour plein de raisons. La première, probablement, c'est que comme le sujet rentre dans les studios là, depuis peu, les gens ne se sont pas encore posé toutes les questions, et notamment celle de l'accessibilité des outils ou des process même dans les entreprises. Donc, c'est des choses qui bougent. Unity a mis en place, mais ça tu le sais Mathieu, des plugins qui permettent d'améliorer certains versants de l'accessibilité. UDK et Cry sont... j'ai pas d'infos pour être complètement honnête, parce que je bosse pas dans ces boîtes, mais je pense que c'est des choses qui vont évidemment bouger parce que les gens vont devoir développer des jeux vidéo accessibles d'une part, donc ils vont devoir bénéficier d'outils qui permettent de mettre en place cette accessibilité de manière industrielle. C'est plus du bricolage, c'est vraiment quelque chose qui est attendu comme une feature classique du jeu vidéo. Et par ailleurs, c'est aussi des outils qui, eux, se doivent d'être accessibles, parce que les collaborateurs en situation de handicap dans les boîtes de jeux, c'est aussi quelque chose de très vrai, de la vraie vie, et que si un outil n'est pas accessible, le collaborateur peut pas développer le jeu comme un autre. Donc il y a deux enjeux, il y a l'accessibilité des outils et la possibilité pour les outils de produire des choses accessibles, et c'est assez intéressant, mais je n'ai pas plus d'infos. Ouais, c'est l'impact sur l'emploi, je suis d'accord. À partir du moment où on commence à avoir des écoles qui sont en capacité d'accueillir des élèves en situation de handicap et que derrière ces élèves vont arriver dans les studios, quelque part, ils vont être obligés de mettre à disposition des outils accessibles. Et donc, ça s'est passé rigoureusement de la même façon sur l'accessibilité numérique du poste de travail. Aujourd'hui, on peut faire du développement, même quelle que soit quasiment la situation de handicap qu'on a avec du Visual Studio. C'était pas le cas alors qu'on avait déjà sorti les fonctionnalités dans Windows et Office accessibles. Ça a mis un petit peu plus de temps pour fournir aux développeurs l'environnement digital adapté. Mais c'est qu'une question d'année. À mon avis, dès qu'on a la nouvelle génération qui va arriver dans ces entreprises et que cette nouvelle génération comprend des personnes en situation de handicap, ça se passera, entre guillemets. Et ça bouge déjà clairement sur l'emploi. Là, les boîtes de jeux commencent à regarder du côté des collaborateurs en situation de handicap pour plein de raisons différentes, des bonnes ou des mauvaises. Mais on a réellement des réflexions qui ont démarré pour faciliter l'accueil de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap dans
dans les boîtes de jeux. On est notamment avec l'association, on est en contact avec un éditeur qui fait un jeu de tracteur célèbre et qui est vraiment dans cette démarche d'accueillir des collaborateurs, soit sur les fonctions support, soit sur les fonctions de développement, des collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap. Donc ça bouge aussi de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, j'ai plus de questions pour l'instant. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait poser une question avant qu'on conclue. Sinon, moi, j'en ai peut-être une. Je pensais un peu au e-sport, là, notamment, maintenant que c'est en train vraiment de s'institutionnaliser. Je me demande comment on peut voir ça dans quelques années, à partir du moment où on va permettre à des personnes qui bénéficieront d'outils supplémentaires ou d'outils adaptés. Comment est-ce que, je sais pas, je pensais au cas Pistorius dans le sport de compétition qui va bénéficier de prothèses et puis on va se dire peut-être que c'était quelque chose qui lui permet d'être plus compétent que les valides. Je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une nouvelle stigmatisation dans les équipes de e-sport ou une façon de le repenser parce qu'on va se dire que tiens, ils sont peut-être avantagés avec la manette au pied ou je sais pas. C'est un sujet qui est au moins aussi complexe que la manière dont vous l'avez décrit. Toutes ces questions sont vraies, sont très prégnantes. La question de l'évaluation du niveau de compensation, elle est pas maîtrisée. Effectivement, Pistorius, c'était l'exemple le plus connu, là encore pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et on a exactement le même dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce qu'une personne qui va jouer avec une manette au menton, finalement, n'est pas plus compensé, plus aidé, et que le matériel finalement ne devient pas un matériel de triche presque, comparé à des personnes qui bénéficieraient pas de cette adaptation. Donc ça, c'est un sujet de recherche vraiment très, très actuel. On a publié avec Mayan Ngo, qui est chercheur HDR en droit à l'Université de Nice, et Nicolas Bézombe, qui est maître de conférence à l'Université de Paris en socio du sport, un article justement sur ce sujet de quid des compétitions inclusives qui vont mélanger des personnes aux capacités différentes avec des aides techniques potentiellement chez les unes et pas chez les autres, et du respect de l'équité qui est nécessaire dans une pratique compétitive où on évalue normalement que la performance et pas du tout l'apport d'une aide technique. Voilà, donc c'est une question ouverte, vous avez 2 heures. Et donc ça va se résoudre par des expériences, des itérations. On en fait à Capgame depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avant que le Covid s'en mêle, où on tente des configurations de compétition. On va mélanger des joueurs et des joueuses. On va mettre des dispositions réglementaires qui vont imposer certaines pratiques, certaines compositions d'équipe, par exemple, et puis on va essayer de voir si c'est une solution possible pour essayer de lisser, de maintenir cette équité. Donc on a quelques résultats assez encourageants. On est des bébés, hein, on a démarré ça, encore une fois, c'est un sujet très très neuf. Donc il y a encore plein de choses à faire et on l'a fait sur des jeux qui étaient relativement simples. Donc après, il reste la pluralité, la diversité des jeux à adresser dans la perspective de l'e-sport. Mais c'est un sujet qui est passionnant. Je vais raconter une expérience personnelle par rapport à ça. Moi, ça fait un peu plus de 22 ans que je suis chez Microsoft. Et donc, dans les premières années, on allait beaucoup en fait aux États-Unis et on regroupait au même endroit une 50aine de nationalités différentes dans des centres de convention dans lesquels on avait des présentations dans la journée. Et systématiquement, lors de ces grandes conventions internes Microsoft, on réunissait dans une salle, il y avait à peu près 400 PC en réseau, par groupe de 8 ou 10 PC pour que les gens puissent le soir faire des compétitions entre eux. Et à l'époque, on ne comprenait pas, mais toutes les personnes asiatiques qui jouaient, on jouait à Age of the Empire à l'époque pour les anciens qui connaissent, on ne comprenait pas, on se faisait systématiquement battre en fait par les équipes asiatiques, et on a compris après coup, les équipes asiatiques n'utilisaient quasiment que leur clavier pour jouer et pas leur souris. Et en définitive, c'était un peu le même principe. Ils avaient utilisé un device qui pour eux était le plus efficace, le plus performant, là où nous on était habitués à jouer les personnages avec une souris, eux faisaient systématiquement tout au clavier. Et on est sur les mêmes problématiques que sur les adaptations sur l'e-sport.
c'est de se dire à un moment donné, si effectivement on crée des adaptations qui vont dépasser les capacités, enfin les possibilités, on va dire, offertes par un joueur entre guillemets standard qui va utiliser une manette classique, bah là, il faut être en capacité soit de mettre des pénalités, hein, comme on l'a par exemple au golf. Hein. Au golf, on va mettre des pénalités à certains joueurs parce que, en fonction de leur, si on veut les mettre dans une compétition avec des gens qui sont un peu moins forts qu'eux et évaluer comment ils ont réussi à se dépasser, ben, quelque part, on va indirectement leur donner des pénalités pour compenser entre guillemets cette on va dire cette surcompensation qui aurait pu leur être offerte. La réglementation est vraiment un axe de travail sur ce sujet-là. Après, il y a plein d'autres prismes qui rentrent en jeu. Par exemple, le fait que, et on a découvert ça en cours de route, nous, l'inclusion n'est pas forcément l'objectif unique. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas forcément de faire un e-sport inclusif, des compétitions e-sportives qui sont réservées à certaines catégories de personnes. C'est pas péjoratif, hein, mais pour leur permettre de concourir entre elles, c'est une vraie demande de terrain. Et nous, on l'a vraiment découvert au contact des joueurs et des joueuses en situation de handicap qui nous disaient bah, ok, l'inclusion c'est cool, c'est un peu un truc sociétal. Alors des fois, oui, on en a besoin, mais des fois, non, on s'en fout un peu. Et nous, ce qu'on veut, c'est se regrouper autour d'un même objet qui soit accessible, qu'on se fasse plaisir entre nous, parce qu'on a les codes du groupe, on n'a pas cette peur de la confrontation au valide ou au validisme et tout un tas de critères de confort qui fait que nous, on travaille autant sur l'e-sport inclusif que l'e-sport accessible non mixte. C'est l'exemple, par exemple, de l'équipe Rebird, qui est une équipe d'e-sport qui est constituée uniquement de joueurs et joueuses en situation de handicap. Donc, c'est un choix de regroupement, d'affichage. Ils vont dans les compétitions et dans leur équipe, il n'y a que des joueurs et joueuses en situation de handicap, contrairement à d'autres communautés où la mixité est plus de mise. Pour aller plus loin encore dans les approches, on a un événement qui s'appelle le Cibathlon. Alors c'est un truc un peu à la marge et un peu à l'autre bout du continuum, mais là on est plus sur des approches de transhumanisme ou d'humain augmenté. Et on essaye de pousser, enfin les personnes essaient de pousser au maximum l'assistance technique et la techno pour arriver à des niveaux de performance complètement explosés. Donc là aussi, c'est sans juger, hein, c'est une approche qui est possible de dire bah, l'équité finalement, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est dans quelle mesure on a réussi à optimiser un dispositif, peu importe, pour faire que l'humain aura une performance maximale. Et que le meilleur gagne, mais au sens, limite, il n'y a plus de règles, quoi. Alors, si vous voulez voir, ça c'est le moment de l'autopromotion, si vous voulez voir une présentation sur le Cibathlon, on organise avec les deux collègues que j'ai cités tout à l'heure, Nicolas Bézombe et Meya Nengo, une journée, ça sera le 28 mai, donc dans 2 semaines, une journée sur inclusion, jeux vidéo et accessibilité, et où on a invité, alors nous on parle pas trop, on fait les passe-plats, mais on a invité plein d'acteurs et d'actrices du domaine de l'accessibilité et du jeu vidéo pour nous parler tantôt de la vision institutionnelle, de la vision industrielle, de la vision associative, de la vision des utilisateurs, et on a une présentation par quelqu'un qui est engagé dans le Cibathlon, et je pense que ça peut être vachement intéressant. C'est gratuit, et ça sera sur le Twitch de Capgame. C'est bon, j'arrête. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la promotion aussi, il y a l'INSHEA qui est d'ailleurs soutenu par Microsoft pour organiser un hackathon où des personnes vont essayer de réfléchir à des projets mêlant accessibilité numérique et handicap. Et pour rappel, voilà, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à demain minuit, si jamais il y a des idées qui se décident. Et l'événement sera en ligne par Teams le 27 et 28 mai aussi, du coup. C'est tamponné là-dessus, Jérôme. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, on discute plus pour synchroniser. On va peut-être s'arrêter ici. J'ai plus de questions. Je remercie vraiment vous trois, les intervenants, également aussi Jérôme et Isabelle pour la traduction, et à tous les participants d'avoir été là pour ces 2 heures. Et à très bientôt. À bientôt. Merci pour la traduction. Merci beaucoup. Grand merci pour l'invitation et merci aux interprètes. Merci, au revoir. Au revoir.